Le problème du politique, je pense, c'est qu'il veut du très court terme. Et le très court terme, à l'époque, c'était Uber crée des jobs en banlieue. L'État a failli tuer son business 10 fois. Il a lancé Hitch à 27 ans en 2013, qui permet à des milliers de jeunes Français de rentrer de soirée en sécurité. Et pourtant, garde à vue, procès pénal, condamnation en 2017. Donc on est attaqué par le procureur de la République, donc on est convoqué au commissariat de police, placé en garde à vue, une journée ici. En fait, je voyais dans ses yeux de la haine. Il n'est pas seulement entrepreneur, c'est aussi une victime du système judiciaire français qui condamne l'innovation. La réalité, c'est que si tu veux innover, les politiques que moi j'ai rencontrés sont souvent en mode si je peux faire le bien commun, je le fais. Mais si ça me crée des risques, si ça me crée des problèmes, si ça me fait perdre entre guillemets un minimum de chance sur les prochaines élections, c'est fini, on n'en parle plus. Dans cet épisode, il nous raconte tout, les débuts de Hitch aux grandes heures de The Family, les dessous de ses affaires judiciaires et enfin comment innover avec peu de moyens dans un marché ultra concurrentiel. Conflit d'associés et manque de cash à un moment, ce qui est les deux raisons pour lesquelles des boîtes meurent. Bienvenue à tous dans À poil et sans filet, le podcast des entrepreneurs sur des sujets brûlants. Aujourd'hui, je reçois Teddy Pellerin, le cofondateur de Hitch. Sa boîte a failli mourir 10 fois à cause de l'État. Il y a plein d'anecdotes croustillantes qu'on va partager ensemble. Alors aujourd'hui, je vous demande comme d'habitude de vous abonner et de mettre 5 sur 5 sur votre plateforme préférée ou de partager cet épisode quand il vous aura plu. Je suis un podcast indépendant, voilà, je me finance tout seul et c'est grâce à vos audiences, grâce à votre fidélité que le podcast grandit et que je peux recevoir les meilleurs invités. Donc voilà, comme vous le faites pour Guillaume Play, faites-le pour Mathieu Leland, ça m'aidera beaucoup. Salut Teddy, comment ça va ? Salut Mathieu, très bien et toi ? Super. Écoute, je vais te présenter pour notre audience, même si tu as été beaucoup d'actualité. Alors parfois, pour les mauvaises raisons, on va le voir. Mais voilà, tu es un nom qui est connu dans la tech française. Puisque l'État a failli tuer ton business au moins 10 fois, tu as lancé Hitch à 27 ans en 2013, qui permet à des milliers de jeunes Français de rentrer de soirée en sécurité. Je l'ai utilisé moi-même, hein, je t'en parlerai tout à l'heure. Des innovations très malignes face aux géants Uber, parce que tu as eu des chauffeurs particuliers, il y a eu du paiement en espèces, vous avez été les premiers à demander la destination avant la course. Et pourtant, garde à vue, procès pénal, condamnation en 2017, 300 chauffeurs embarqués par la police, vous avez dû arrêter des business units dans la vie de Hitch plusieurs fois. Donc tu n'es pas seulement entrepreneur, tu es une victime du système judiciaire français qui condamne l'innovation. Voilà, moi j'aime bien y aller en mode Élise Lucet. Beaucoup abandonnés, mais 13 ans plus tard, vous êtes toujours là. 250 salariés quand même, plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, une présence dans plusieurs pays en Europe et en Afrique, et puis une boîte rentable dans un marché dominé par les milliards d'Uber et Bolt. Voilà, donc dans cet épisode, tu vas tout nous raconter, les dessous de Hitch au démarrage, avec les grandes heures de The Family, le dessous de vos affaires judiciaires aussi, et puis comment innover avec peu de moyens dans un marché ultra concurrentiel. Ça te botte comme programme ? C'est parfait. Formidable. Alors écoute, déjà moi j'ai envie de revenir sur la genèse parce que j'étais utilisateur, tu vois, à l'époque The Family, moi j'étais en 2015, donc vous étiez un petit peu en 2013, on en parlait tout à l'heure. C'était les grandes heures des soirées, les dîners de Family hostés par Oussama, Alice en particulier, où les investisseurs, tout le monde mettait des paillettes et puis on allait manger des petits fours tous ensemble. Alors toi tu me disais vous y étiez pas parce que vous bossiez la nuit, mais déjà comment ça vous est venu cette idée de lancer Hitch ? Comment ça a démarré en fait ? Au tout début, c'est Nouvel An 2012-2013. Donc, j'ai des copains qui me proposent de lancer une boîte avec eux parce que moi, je rentre du Maroc. J'avais aidé une copine qui avait lancé un site d'e-commerce au Maroc. C'était un des premiers sites d'e-commerce, donc j'avais du temps. Et eux, ils étaient attirés par l'économie du partage. En 2012-2013, l'économie du partage, c'était le summum de la hype, quoi. C'était Airbnb, on pensait que ça allait tout disrupter. C'est un peu l'IA d'aujourd'hui, tu vois. Vraiment, voilà, tout le monde parlait que de ça. Et du coup, ils me proposent de faire un site ou une appli pour permettre à des gens d'aller manger chez l'habitant. Et vu que j'avais du temps, ils me disent fais-le avec nous, c'est toi qui seras à la tête du truc et qui lance le truc. Et donc, je réfléchis un petit peu et ça m'attire pas trop parce que je voyais pas trop le business model pour plein de raisons, on va pas détailler aujourd'hui. Mais donc, je réfléchis à cette idée-là d'économie du partage. OK, qu'est-ce que des particuliers peuvent se rendre comme service et qu'est-ce que tu peux disrupter ? Et à un moment donné, je pense au transport et à la mobilité, notamment sur l'angle nuit, parce que Mathieu, l'un de mes associés, lui, était l'un de mes meilleurs potes. Et donc, à ce moment-là, vu que je rentrais du Maroc, je n'avais pas d'appart, donc je dormais chez lui. Donc, on discutait souvent le soir. Et on était un peu tombé, surtout lui, dans la vague électro qu'il y avait eu à ce moment-là sur Paris avec beaucoup de soirées entre guillemets berlinoises et donc tu allais de plus en plus en banlieue pour faire des soirées dans des espaces un peu plus grands et la problématique de transport était très forte. Donc en fait, quand tu prends l'économie du partage, le renouveau de la nuit parisienne à Paris à ce moment-là
et le fait que Uber existait déjà. Donc, tu voyais que tu avais des applis où tu pouvais commander un chauffeur. En fait, tu mets les trois ensemble et assez vite, tu arrives à Hitch, première version du nom, à savoir une application qui va mettre en relation des particuliers pour permettre à quelqu'un d'aller en soirée, de revenir de soirée et ou permettre au conducteur de gagner un peu d'argent pour rembourser une partie des frais de sa voiture. Effectivement, c'est la grande époque Kavinsky, un peu tout ça, je me souviens, tous ces chanteurs électro. Ok, et donc comment ça a marché? Parce qu'en effet, raconte-moi un petit peu l'histoire de démarrage opérationnel, parce que c'est ça qui est marrant, parce qu'au début, je pense qu'il y a plein de gens qui ont la tentation, quand ils créent des applications, de se mettre dans le code, surtout à l'époque, ça coûtait quand même beaucoup plus cher, il n'y avait pas ce vibe coding qu'on peut avoir avec l'IA. Donc, comment vous avez démarré, comment vous avez contourné le problème? En gros, on a fait des erreurs, hein, comme tout le monde. Donc, on a commencé à chercher parce que moi, j'ai fait une école d'ingé et Mathieu, mon associé aussi. Mais en école d'ingé, on était au BDE, responsable d'organisation des soirées. On n'était pas les plus assidus, donc on ne savait pas coder. Donc, on a demandé à des copains d'école d'être aussi des cofondateurs. On a commencé à coder la première version de l'appli. Et on s'est dit, OK, on commence comme ça. Et moi, en parallèle, je préparais. Donc, je commençais à recruter des chauffeurs, etc. Et à un moment, donc, on rencontre The Family. Et la première discussion avec Oussama, donc, on lui présente ce qu'on fait, etc. Et il nous dit, OK, vous avez commencé. Et on dit, non, on n'a pas encore d'application. Et il me dit, mais tu as besoin d'une application pour démarrer? Je dis, en vrai, non, pas nécessairement. Parce que l'objectif était déjà de se mettre en partenariat avec des soirées. Et voilà, je dis, non, en vrai, j'ai pas besoin d'une appli. Je peux me mettre devant et juste, j'ai des chauffeurs qui font des allers-retours, quoi. Et donc, il nous dit, OK, faites ça et revenez me voir dans 2 semaines. Et je fais, ouais, vas-y, on va faire ça. Et donc, du coup, on a passé l'été 2013 à faire quelques soirées partenaires où on n'avait pas d'application. Et vraiment, on avait des partenariats avec des soirées. Donc, la première, c'était le soirée de mariage d'un pote où on avait dit, OK, mariage civil. Donc, après, il y avait un truc dans un bar et tout ça. Et on avait nos 2 premiers chauffeurs et on leur avait dit, OK, on sera là et on vous trouvera des passagers pour faire des allers-retours, etc. Et après, pendant l'été, on en a fait un peu plus où on prenait 3 chauffeurs. Et donc, on était Mathieu et moi et on avait quelques passagers qui venaient. Du coup, vu qu'on n'avait pas d'appli, on leur disait, voilà, tu rentres où? En fait, tu démarchais les gens à la sortie des soirées, quoi. Ouais, voilà, ouais. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un petit stand. Donc, quand les gens venaient là, pendant qu'ils faisaient la queue, là, c'est un bon moment parce qu'en fait, ils se font chier pendant qu'ils font la queue en attendant de rentrer dans la soirée. Donc là, tu peux leur parler. En plus, ils ne sont pas encore alcoolisés. Trop bourré, ouais. Donc, c'est plus facile. Donc là, tu peux leur parler, tu leur expliques le concept. De toute façon, ils ont du temps, donc ils t'écoutent. Et ensuite, une fois qu'ils sont rentrés, donc là, on était dans la soirée, on avait un petit kakémono et un petit stand. Et du coup, les gens revenaient nous voir, ils nous disaient, ah, j'ai besoin de ton service, etc. Et donc là, on leur demandait, OK, tu vas où? OK. Ils nous donnaient une destination, on leur donnait un prix. Et derrière, je les accompagnais à la sortie. Donc moi, j'avais le droit de rentrer, sortir, etc. Donc les videurs me connaissaient. À un moment donné, les videurs parisiens me connaissaient. Je pouvais rentrer dans beaucoup de soirées gratuitement si je voulais. Et donc, je les amenais à la voiture, je les présentais au chauffeur. Je disais, voilà, Kevin, qui était notre premier chauffeur, voici ton passager et tout ça, blablabla. Bon, après, c'est 15 €, il te payera en espèces et puis tu reviens et puis je te trouverai un autre passager. Donc, on a fait ça pendant l'été et après, premier week-end de septembre, je crois, l'application, la première version était prête. Donc là, on l'a lancée. Et là, on a continué cette stratégie-là, mais on s'est séparés avec Mathieu pour faire plus de trajets. Donc, on était chacun dans une soirée. Et pareil, avec 3 chauffeurs chacun et des allers-retours, etc. Et petit à petit, on a pu mettre un peu plus de chauffeurs parce qu'on a commencé à avoir des passagers qui commandaient même s'ils n'étaient pas à nos soirées. Excellent. Mais ça me fait penser, tu vois, je me souviens de retours complètement lunaires avec des hitch, tu vois, à l'époque. Où je rentrais de teuf et c'était l'ambiance aussi, hein, parce que c'était le démarrage de ce marché-là, quand même. Donc, comme tout démarrage de marché, il y a le côté folklore. Mais Hitch, tu vois, je me souviens de soirs où les mecs mettaient la zik. Il y avait quand même le moment aussi où on partageait les trajets, tu vois. Donc tu te retrouvais avec des gens, tu te mettais à papoter avec des mecs de fin de soirée, limite tu finissais en after avec eux. Enfin, il y avait ce côté quand même hyper funky, quoi, au démarrage. Toi, t'as pas eu peur dès le démarrage qu'il se passe tu vois, un peu des dingueries, d'avoir des problèmes entre les passagers et les chauffeurs. Enfin, tu vois, c'était pas du tout un marché régulier à l'époque. Non, on s'est posé la question et je me souviens la première soirée, une des premières soirées officielles, on est au Cabaret Sauvage et donc on a, parce que quand tu es en partenariat avec une soirée, au début on était ouvert de 2h à 6h du matin, parce que de toute façon, en fait, quand tu lances une marketplace, il faut trouver donc les 2 communautés, donc passagers et chauffeurs. Donc nous, les chauffeurs, on arrivait à les trouver, mais il fallait qu'on trouve des passagers. Donc il fallait qu'on trouve un endroit où il y a des gens qui ont besoin d'un trajet à ce moment-là et ils sont prêts à commander. Donc les soirées Paris, voire à la limite de Paris, donc dans le 19e, Cabaret Sauvage, ce genre d'endroit, etc., ça fonctionnait bien parce que tu n'avais pas de taxi, tu n'avais vraiment rien. Donc les mecs, ils étaient très contents de nous voir. Et donc,
Mais par contre, tu es ouvert de 2h à 6h du matin parce que les gens, ils arrivent à 1h voilà, et ils vont partir à 3h. Donc de 2h à 3h, tu n'as pas grand-chose. Donc l'une des premières soirées, je me souviens, donc on a une des premières personnes qui sort et je lui parle et vraiment, je pensais que la sécurité serait un enjeu. Enfin, je pensais que ce serait une des questions des gens. Mais qui sont ces gens, etc. Qui est ce chauffeur? Ouais, qui est ce chauffeur et tout ça. C'est clair. Et en fait, pas du tout. Et donc, c'était une dame qui, du coup, voulait un hitch, je crois, pour sa babysitter ou je sais plus quoi, parce qu'elle était... Enfin, bref, voilà. Et donc je l'amène au chauffeur. Et donc, elle me dit, OK, mais après, est-ce qu'il pourra aussi ramener ma babysitter? Voilà, parce qu'elle rentrait chez elle. Et elle me dit, est-ce qu'il pourra ramener la babysitter? Après, je dis, ouais, pas de souci. Juste, vous lui donnerez 10 € de plus ou une connerie comme ça. Et voilà. Et en fait, à aucun moment, elle m'a parlé de questions de sécurité. Et je me suis rendu compte que le fait qu'on soit dans la soirée avec notre kakémono et juste qu'on dise on est en partenariat avec la soirée, on aide les étudiants à rentrer chez eux, etc. et qu'on soit, nous, un minimum, je pense, rassurant, faisait qu'il n'y avait aucun problème. Et donc, on n'a pas eu du tout cette peur-là. Après, on s'est posé la question s'il y aurait entre les passagers et les chauffeurs. Et en vrai, moi, je rencontrais tous les chauffeurs, etc. On demandait l'extrait de casier judiciaire et ça te prémunit pas d'avoir des problèmes un jour, c'est sûr, mais on essaie de vraiment tout faire pour qu'il n'y en ait pas. Et la réalité, je pense, c'est qu'on a quand même fait beaucoup de trajets. Enfin, ça se compte en millions de trajets, le nombre de trajets qu'on a fait sur la partie entre particuliers. On a fait plus de trajets avec des VTC maintenant, parce qu'on est plus gros et ça fait plus longtemps. Mais en proportion, je suis pas sûr qu'on ait eu plus ou moins de problèmes sur la partie particulier. Je pense qu'on a eu moins. C'est fou. Ouais, c'est assez fou, hein. C'est assez fou. Mais parce que tu avais des chauffeurs qui étaient souvent des étudiants, qui étaient un peu dans le même délire. Et c'est pour ça l'ambiance que tu racontais. Normalement, même tu partageais pas tes trajets avec des inconnus, à moins que tu te sois mis d'accord. Mais il y a des chauffeurs qui ont fini en soirée avec des passagers. Donc ça arrivait parce que juste, ils avaient le même âge, quoi. Et donc, ils étaient en mode, ah, vas-y, viens avec nous, t'étais trop sympa, etc. Et donc, le chauffeur va faire un tour. Et les chauffeurs faisaient aussi ça pour gagner un peu d'argent, c'est vrai, mais pas que. Voilà, moi, une des premières soirées, un de nos premiers chauffeurs, donc Jamel, il arrive et donc moi je les appelais tous après leur première soirée. Le lendemain matin, je les appelais pour savoir comment ça s'était passé parce qu'on n'en avait pas beaucoup des chauffeurs, donc tu essayes de les garder, quoi. Et on voyait combien ils avaient gagné d'argent parce qu'on savait combien de trajets ils avaient fait une fois qu'il y avait l'application. Et lui, il avait dû faire, je crois, il avait fait 40 € sur sa première soirée, ce qui est pas beaucoup quand tu es... là, on devait être ouvert de minuit à 6h, tu vois, c'est pas beaucoup, hein, quand même. Voilà, c'est pas énorme. Et donc je l'appelle et je lui dis, ah ouais, Jamel et tout, ouais, j'ai vu, t'inquiète pas, d'habitude c'est un peu mieux, etc. Il me dit, ah non, mais Teddy, c'était génial, j'ai passé une trop bonne soirée, je veux le refaire. Et juste parce qu'en fait, il s'était bien amusé, quoi. Donc t'avais un peu un mix des deux. Il y avait le côté financier, mais pas que. Oui, il y avait autre chose, c'était culturel. Et mais c'est que c'est drôle parce que en 2015-2016, moi j'étais à The Family et je lançais une boîte là-bas. Et en fait, je viens de tilter que Balthazar, il nous avait parlé de toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je voulais faire des systèmes qui contournaient les files d'attente. Donc je voulais faire une application qui digitalise la file d'attente. Sauf que alors, moi, avec mon meilleur pote, on n'est même pas à école d'ingé. On était juste des commerçants, des épiciers, comme on dit. Et donc en fait, ils nous avaient dit, mais en fait, comment vous pouvez faire à la Hitch, quoi? Comment vous pouvez y aller sur le terrain? Et c'est là qu'on est allé aux catacombes de Paris. Et il y avait des queues de malades à l'époque. Et fin 2015, c'était les attentats. Donc il y avait vraiment cette espèce de tension autour de la queue physique à l'extérieur. Et donc on avait démarché on mettait des étudiants dans les files d'attente et on vendait leur place de file d'attente aux touristes qui étaient à l'arrière, tu vois. Un délire, tu vois. Et donc ils adoraient ça, The Family, parce que c'était l'époque de l'exécution, tu vois. Mais vraiment, on allait voir des Qataris, des Anglais. Ça marchait très bien avec les Anglo-Saxons ou le Moyen-Orient. Et tu leur vendais des trucs, on vendait 5 € par demi-heure par personne. Et ils passaient entre 1h30, 2h, 2h30 de queue en vendant la place devant. Et on a eu des problèmes avec les Français. Ah ouais? Ah ouais, les Français, ils ont pété un plomb. On en a même un qui a étranglé un de nos line-sitters, tu vois. Ah ouais? Mais c'est trop vénère. Elle a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce capitalisme débridé C'est vrai que c'est du capitalisme débridé. Tu vois. Mais à la limite, tu te fais doubler, je pense, ça te fait chier, mais tu te fais remplacer, c'est moins violent quand même. Mais pour être rentable, comme nous, on payait les mecs 8 € de l'heure net, tu vois, en plus au black, en fait, il fallait bien qu'on mette 2 personnes pour une personne minimum. Ouais, bien sûr. Donc en fait, tu te faisais remplacer, mais tu perdais un peu de temps. Tu perds un peu de temps, mais puis, bon. on a été un peu malin. À un moment donné, on a remplacé une personne par 8 personnes. Ouais. Et donc là, ça s'est moins bien passé. Ça s'est moins bien passé. En bref, du coup, c'est ma première boîte, c'est grâce à toi, tu vois. En tout cas, vous incarnez vachement, je trouve, l'esprit pirate de l'époque, tu vois, The Family. Qu'est-ce qui a mal tourné à cette période? Qu'est-ce qui fait d'ailleurs, selon toi, que tout ça a explosé, que l'affaire est partie en cacahuète? C'est quoi ton avis d'insider? Pour The Family ou pour Hitch? Un peu des deux, tu vois. Pour Hitch, je pense qu'on a été sur un marché qui était quand même compliqué et que face au taxi, je sais pas si on avait une chance. En vrai, on s'est quand même bien battu
Et donc à la fin, voilà, on a été condamné en 2017, exercice illégal de la profession de taxi, etc. Mais sur l'économie du partage, on a vraiment essayé de créer un débat de société. Et on a eu des avancées. On avait eu au niveau français le Sénat qui 2 fois vote une loi, mais qui n'est pas passée après à l'Assemblée parce que le gouvernement mettait un avis négatif, pour permettre à des particuliers de gagner de l'argent jusqu'à 5 000 euros par an, toute plateforme d'économie du partage confondue, et ça incluait du coup la mobilité. Donc vraiment, on essayait de montrer que la mobilité pouvait faire partie de ça, même si tu gagnais un peu d'argent, parce qu'en fait, ça te permettait d'aller sur des zones où tu n'as pas de transport professionnel, que ce soit des zones géographiques ou des zones temporelles. Parce qu'un taxi ou même un VTC, ça a changé un peu sur le marché du VTC aujourd'hui, mais à l'époque, c'était des gens qui étaient à plein temps. Donc en gros, tu en avais autant le samedi soir que le lundi après-midi. Alors que le samedi soir, tu as besoin de beaucoup plus de chauffeurs. Donc d'aller chercher des particuliers en complément, c'était mieux, parce que ça permettait aux chauffeurs professionnels de rester rentables le reste de la semaine. Donc on a eu des vraies avancées. La Commission européenne avait pareil sorti des publications en mode n'interdisez pas ce genre de trucs, mettez des seuils, etc. Bon, à la fin, je pense que le lobby des taxis était trop puissant et plus puissant que nous, ouais. Alors, on s'est bien battu, mais on a perdu pour ça. Mais ouais, mais vous continuez de vous battre et c'est ça qui est fou dans l'entrepreneuriat. Mais de toute façon, on va parler juste après, rester jusque-là, parce qu'on va parler de comment, des anecdotes les plus folles où vraiment la boîte a failli vraiment partir au tapis plusieurs fois, quoi. Donc, ça va être assez inspirant. Mais pour finir sur cette ambiance du démarrage et de The Family, qu'est-ce que ça vous a apporté, cet accélérateur mythique, tu vois, qui est mort depuis, et qu'est-ce qui s'est passé selon toi? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Stop un instant dans votre épisode. Aujourd'hui, je vous parle d'une galère que tous les entrepreneurs connaissent, la création d'entreprise. Pour ma part, pour la création de ma nouvelle boîte il y a quelques mois, j'avais besoin d'utiliser un expert comptable. Alors, on m'a parlé de Swappen, expert comptable en ligne. Donc, je suis allé voir. J'avoue, je me suis méfié au début. Je me suis dit en ligne, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, ils ont répondu à toutes mes questions en passant des heures avec moi au téléphone. Et croyez-moi, je suis un client chiant. Ils ont passé du temps pour trouver la bonne forme juridique pour moi, répondre à mes questions sur le régime de TVA et puis évidemment créer les statuts qui vont bien. Et j'ai tout reçu, les statuts, en moins de 24 heures après validation. Ça m'a coûté 0 € et c'est en plus sans engagement. Résultat, la société Swappen, elle est créée depuis 2022. Elle a déjà plus de 10 000 clients accompagnés et une note de 4,9 sur 5 sur plus de 700 avis Google. Donc, vous pouvez aller vérifier. Donc, vraiment, si vous êtes comme moi et que vous cherchez une solution pas chère et qui fonctionne hyper bien pour la création de votre entreprise, pensez à Swappen. Je pense que... alors nous, ce que ça nous a vraiment apporté, c'est les 3 cofondateurs qui ont été les 3 très importants pour différentes raisons. Oussama, en tant que coach d'entrepreneur, et probablement, alors ok, il est décrié tout ce que tu veux maintenant, mais sur cette mission-là, je pense que c'est la meilleure personne que j'ai jamais vue, et de loin. Mais juste un exemple, tu vois, quand on s'est lancé, on regardait un peu les structures. À l'époque, il y avait le camping, l'accélérateur, il y en avait pas mal, etc. Et on a fait les sélections et ça s'est plus ou moins bien passé. De temps en temps, même, on était pris et finalement, on a arrêté les process. Et l'accélérateur, on était jusqu'au bout et ils nous ont pas pris. Et pendant le pitch de fin, pendant 30 minutes, les mecs nous posent que des questions sur la réglementation. Oui, mais vous êtes face au taxi, à la fin, comment vous allez faire, etc. L'assurance, blablabla. Entre nous, ils n'ont pas complètement eu tort parce qu'à la fin, c'est ce qui s'est passé. Mais vraiment, 30 minutes que là-dessus, etc. On voit Oussama, pareil, toujours le premier rendez-vous. Il s'est passé des choses pendant ce premier rendez-vous. Et il nous dit, qu'est-ce que vous voulez faire? On lui explique, OK, ce qu'on veut faire. Et il nous sort, OK, tout le monde va vous dire que votre plus gros problème, c'est la réglementation. C'est faux. Votre plus gros problème, c'est la concurrence. La réglementation, c'est qu'une histoire de lobbying. Le lobbying, c'est de l'argent. Est-ce que vous avez des oncles qui ont de l'argent? Nous, on dit, non. Il dit, OK, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Si vous arrivez jusque-là, c'est déjà un bon problème à avoir. Et la réalité, c'est qu'il avait raison. À la fin, la réglementation ne nous a pas tués, la concurrence nous tuera peut-être. Donc c'est quand même... il y avait vraiment un niveau en termes d'accélération où il te faisait raisonner et il te faisait aller beaucoup plus vite dans ta prise de décision qui était très fort. Alice, hyper forte pour créer des communautés. C'est-à-dire qu'on a eu les vrais gros problèmes réglementaires et qu'il a fallu dire, OK, il y a le lobby des taxis d'un côté, il y a la communauté Ish de l'autre. Normalement, c'est un combat qui est perdu d'avance et qui est inégal et qu'on a perdu. Mais en vrai, l'État a douté. Et ça, on a eu des preuves que l'État a vraiment douté et s'est posé des questions. Et c'est pour ça que d'ailleurs ça nous a amené nous en garde à vue. Et là-dessus elle nous a vraiment énormément aidé. Et Nicolas Collin, qui est peut-être plus discret, mais qui nous sur la partie légale et compréhension un peu juste de comment ça fonctionne un État et ce qui va se passer pour nous, etc., c'était quelqu'un aussi qui nous a apporté beaucoup. Donc moi, The Family nous a apporté, mais c'est vraiment la relation avec ces 3-là qui a été hyper enrichissante. Et je pense que c'est ce qui fait que derrière ça n'a pas fonctionné. C'est qu'en fait ça, tu peux pas le scaler. T'as beau aller chercher des gens qui sont très bons, etc., c'est pas la même chose. Donc, tu as 30 boîtes, ça marche très bien. Tu en as 250, ça devient un peu plus dur. Donc, la valeur que tu apportes à ces boîtes-là est un petit peu moins bonne. Et donc, du coup,
Ça, plus le fait qu'il faut du temps avant d'être rentable, parce que tu as des parts de boîtes, mais il n'y a pas beaucoup de liquidité sur le marché français. Donc, tu lèves de l'argent, tu fais des conférences, etc. Au bout d'un moment où Oussama s'épuise peut-être un peu, blablabla, moins d'argent, ça part un peu en vrille. Leur lancement, je pense, à l'étranger, les a aussi un peu tués, parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent, à mon avis, sur Londres et Berlin, je crois. Alors qu'en vrai, ça leur a rien rapporté. Donc, il y a eu peut-être quelques erreurs stratégiques, mais je pense qu'il y a aussi eu le fait que c'était un modèle qui était dur à scaler, quoi. Tu vois, un YC a réussi à scaler ça. Je ne sais pas comment, j'ai jamais fait, je ne connais pas assez bien, mais je pense que c'est dur, quoi. C'est pas facile. YC, c'est aussi plus d'argent, un écosystème plus mature, plus de liquidité de manière générale, quoi. Je pense que c'est ça. En France, c'était beaucoup, sur ce modèle de gagner de l'argent en pariant sur des exits. Il faut qu'il y ait des exits, quoi. C'est un rapport de je pense que YC, au bout d'un moment, tu commences à avoir des entrepreneurs de l'écosystème qui viennent remplacer les premiers. YC, c'est Y Combinator, pour si jamais. Et qui arrivent à suppléer, qui auraient pu suppléer. Par exemple, tu vois, moi, demain, j'arrête Itch et tu me foutais à The Family à la place d'un Oussama ou à côté pour gérer des startups. Je pense que ça fait peut-être un peu prétentieux, mais je pense que je peux apporter aussi beaucoup de valeur. Parce que, voilà. Mais à ce moment-là, tu n'en avais pas 150 des gens comme ça. Donc, je pense qu'il y a manqué un peu de relais pour pouvoir scaler le truc aussi, quoi. Tu vois, tu parlais de Balthazar qui vous a aidé. Tu n'en avais qu'un, Balthazar. Et en plus, je pense que Balthazar n'avait pas la même expérience non plus que Oussama. Donc, c'est pas facile. Ouais. C'était très complémentaire. C'est vraiment, comme on se disait tout à l'heure, je pense qu'effectivement, c'est pas une question de positionnement ou du fait qu'ils renversaient la table et qu'ils dérangeaient pas mal de gens qui les a tués. C'est vraiment une question de bête et méchante de conflit d'associés, comme ça tue plein de boîtes, quoi, en fait. Ouais, conflit d'associés, manque de cash à un moment, ce qui est les deux raisons pour lesquelles des boîtes meurent. C'est vrai qu'ils n'arrivaient pas à trouver de modèle. Parce que ça... Et c'est ce qui fait aussi que les associés, à mon avis, se sont pris un peu la tête. C'est toujours quand ça manque d'argent, t'as raison. D'ailleurs, pour clôturer là-dessus, Oussama, il vous a quand même aussi dit les gars, vous êtes la meilleure équipe, vous voulez pas changer de projet? Ouais. Alors ça, c'est marrant parce que j'ai jamais su exactement la vraie histoire, mais je pense que la vraie histoire, donc c'est un moment au bout de quelques mois. Donc effectivement, elle vient nous voir et il nous dit franchement, les gars, vous faites partie de nos meilleures équipes de The Family. Là, vous êtes sur un truc, c'est vraiment compliqué. Vous voulez pas faire quelque chose d'un peu plus simple comme ça? Vous faites une belle boîte, vous gagnez de l'argent et tout. Parce que là, honnêtement, à un moment, ça va partir en vrille, votre truc, quoi. Et donc, on dit ouais, non, on pense pas. On réfléchit un peu et puis on revient. On dit non, franchement, nous, on aime bien ce qu'on fait. On a de la croissance, etc. Et là, il nous dit bravo, vous avez passé le test. On fait ce test-là avec toutes les boîtes. Ça nous permet de voir qui sont les cofondateurs vraiment motivés. Et moi, je le crois, tu vois. Je dis ah ouais, ok, bah, c'est pas mal comme test. Tu as toujours l'art du rebond chez Oussama. C'est clair. C'est incroyable. Et quelques années plus tard, je vois une vidéo où on me ping sur une vidéo. On dit ah, Oussama parle de toi. Et donc là, dans la vidéo, il explique qu'ils avaient une seule règle chez The Family, qui était de ne jamais dire à des entrepreneurs d'arrêter. On s'était interdit de dire ça. Il fallait que ça vienne de la part des entrepreneurs. Nous, on ne voulait pas leur dire ça. Et donc, il explique qu'il y a une seule fois on est allé contre cette règle. Donc, c'est pour Itch. Donc, effectivement, finalement, ce n'était peut-être pas un test, c'était que pour nous. Et donc, après, il explique, et en plus, on a été cons parce qu'aujourd'hui, c'est une de nos meilleures boîtes. Donc, vraiment, la règle était la bonne et on aurait dû la garder. Donc, on était sur un truc qui était compliqué, ouais, c'est sûr. Bon, bah, ça fait une excellente transition pour l'État qui a failli tuer ton business un paquet de fois. La première anecdote dont on va parler ensemble, c'est 2013-2014. Donc, tu formais des chauffeurs, parce qu'à l'époque, c'était toi qui le faisais. C'était encore le tout démarrage. Et là, il y a la police qui débarque. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Ouais, donc en 2014, on n'avait pas encore de bureau. Donc, quand des chauffeurs s'inscrivaient sur la plateforme, je leur donnais rendez-vous au café à côté, là où j'habitais. Et donc, du coup, les mecs me connaissaient. Et donc, au début, j'avais un chauffeur. Après, 2, 3, 4, 5. À la fin, j'avais 15 chauffeurs. Donc là, ça commençait à partir un peu en vrille. Et donc là, je devais avoir 5-6 chauffeurs. Il n'y en avait pas énormément. Et là, pendant 1 heure, je leur expliquais l'application, comment ça fonctionnait, ce qu'on faisait exactement, ce que ça signifiait d'un point de vue légal. Voilà, je leur expliquais que ce n'était pas un travail, c'était limité, etc., etc. Et aussi un peu l'ambiance dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, vous allez avoir des jeunes un peu festifs dans votre voiture, il faut être à l'aise avec ça. Au contraire, il faut plutôt mettre de la musique et tout ça. Et donc là, je me retrouve face à 2-3 conducteurs profils que j'ai l'habitude de voir et donc 2 personnes qui me posent beaucoup de questions. Mais pas les mêmes questions que d'habitude. Et au bout de... Franchement, ça n'a pas duré longtemps. Je pense au bout de 5 ou 10 minutes, je leur dis... ils me reposent une question et je leur dis... vous, on est d'accord, vous n'êtes pas là pour devenir chauffeur sur la plateforme, non? Et ils me répondent, non, on n'est pas là pour ça. On va rester à la fin du rendez-vous. Je dis, ok, d'accord.
Et donc, bon, je continue mon truc. Du coup, ils me posent plus de questions, on attend la fin. Et à la fin, vraiment comme dans les films, les autres conducteurs partent. Et eux, donc, ils me sortent leur badge. Mais vraiment comme dans les films, le truc s'ouvre avec, tu vois, l'insigne de police ou la carte de police. Et il me dit, inspecteur de police, on a quelques questions à vous poser. Et donc, c'est la première fois qu'on a vu la police pour Hitch. Et alors, du coup, et ce qui est incroyable, c'est que quand même qu'ils te disent, parce que tu leur dis, mais d'accord, mais pourquoi vous m'emmerdez moi, on est une toute petite start-up, etc. Et là, ils te répondent quoi? Là, ils m'ont dit, ouais, je leur ai demandé, parce qu'ils me disent, on fait une enquête. Après, ils m'expliquent un peu ce qu'ils font. Ils me disent, on fait une enquête sur les applications Uber Pop, Hitch et Jump. Et donc, je leur dis, ah, ok, du coup, vous les avez déjà rencontrés. Et voilà, on est la dernière que vous venez voir. Ils disent, non, vous êtes la première qu'on voit et on voulait s'intéresser à vous. Et je leur demande pourquoi. Et ils m'expliquent, parce que vous êtes la seule start-up française, donc vous êtes facile à trouver. C'est avec vous qu'on aura le plus d'infos. Et c'est vrai que sur le coup, ça te fait un peu chier, ouais. Tu te dis, bah ouais, c'était victime juste Ouais. d'un système parce que c'est plus facile, quoi. Mais tu peux comprendre aussi, mais ça te fait chier, ouais. 2016, là, on monte en puissance. Tu finis carrément en garde à vue. Voilà. Donc après, on parlera même de la... D'ailleurs, pour un procès qui finira en condamnation en 2017. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comment ça se passe? Comment tu finis en garde à vue déjà? Alors, dans l'ordre chronologique, 2015, c'est là où on a eu beaucoup de chauffeurs arrêtés en garde à vue. Ah oui, 2015. Ouais. 2015, c'est la guerre avec Ouais. Uber Pop. Là, c'est la guerre. Donc, en gros, ce qui se passe en 2015, c'est que donc Uber a lancé Uber Pop en 2014. Donc, c'était la version où n'importe qui pouvait être un chauffeur sur Uber. Donc, tu n'avais pas besoin d'avoir une licence, etc. Donc, forcément, ça a créé énormément de tensions vis-à-vis des taxis. Nous, à la limite, on était relativement discret. On était là que le soir. Nos chauffeurs pouvaient conduire qu'une soirée par semaine. C'était quand même plus limité. Et puis, surtout, on était plus petits, quoi. On était moins visibles. Là, dès que tu as un mastodonte comme Uber qui dit à tout le monde, venez sur Uber, vous allez gagner de l'argent. Enfin, ça part direct en vrille. Donc, il y a tout de suite eu une loi, la loi Thévenoud en 2014 votée, qui disait qu'on interdisait les applications, on interdisait le transport à titre onéreux, donc pour pouvoir dire t'as pas le droit de gagner de l'argent grâce à ta voiture, donc tu peux pas conduire sur Uber Pop, mais Uber rien à foutre, il continue, etc. Et donc à un moment, les taxis commencent à vraiment gueuler, et en 2015 ils organisent des grosses manifestations, donc ça a été parmi les plus violentes, les gens s'en souviennent peut-être pas, mais il y a vraiment eu le périph' bloqué, des voitures qui brûlaient, enfin c'était un beau bordel, et c'était contre Uber Pop et les VTC d'une manière générale. Voilà. Et donc là, l'État décide d'interdire les applications de type Uber Pop avec un arrêté d'interdiction qui est publié par la préfecture de police et qui dit donc les applications de type Uber Pop sont interdites pour trouble à l'ordre public. Donc en gros, vu que les taxis créent du désordre dans la rue, on te dit que c'est à cause de toi qu'il y a ce désordre-là, et donc tu es interdit pour ça. Et donc tu es interdit pendant une durée de 6 mois. Voilà, c'est juste ça, c'est pour trouble à l'ordre public sur la région parisienne. Donc nous, on fait OK, qu'est-ce qu'on fait? Et quand même, à ce moment-là, sachant que sur le tweet de la préfecture de police, il y avait écrit Uber Pop, Hitch et Jump, qui était un concurrent belge à ce moment-là, sont interdites, mais dans le communiqué de presse, qui est arrivé un peu après, il y avait écrit les applications de type Uber Pop. Donc on n'est pas nommé non plus dans le communiqué de presse, donc on se dit, bon, on ne sait pas trop. Et on pense qu'ils veulent clairement interdire Uber Pop, mais on se dit que peut-être il y a un chemin où une fois qu'Uber Pop arrête, on peut peut-être un peu discuter, parce qu'on ne fait pas exactement la même chose quand même. Et puis vous êtes français, quoi. Ouais, ça joue pas, je pense, devant la justice, mais voilà, on a quand même, Ouais, on c'est essaie d'avoir un impact positif, etc., etc. Donc on se dit, ok, premier objectif, faut tenir face à Uber Pop, faut attendre de voir. Et donc après l'arrêté d'interdiction, donc on continue, Jump continue, Uber Pop continue, et là, premier soir, 3 chauffeurs en garde à vue. Et donc, on le sait que le lendemain. Donc, moi, le lendemain... 3 de vos chauffeurs. De nos chauffeurs, ouais. Moi, on le sait que le lendemain. Le lendemain, à 18h, j'ai mon téléphone qui commence à sonner et des mecs qui m'appellent. Teddy, j'ai fait une garde à vue à cause de toi, etc. Donc, pas un moment facile non plus, parce que tu es là. En plus, tu sais pas trop ce qui va se passer. Et donc là, on se dit, OK, d'accord, on voit comment ils vont opérer, quoi. Donc, grosso modo, ils arrêtaient des chauffeurs le vendredi, enfin même tous les soirs d'ailleurs, il les mettait en garde à vue et le lendemain il les libérait, donc tu les arrêtais vers minuit, 2h du matin, un truc comme ça, et le lendemain il les libérait à 18h. Et après on ne savait pas ce qui allait se passer. Pour l'instant, aucune idée. On avait prévenu la communauté, on leur avait dit quand il y avait eu l'arrêté d'interdiction, on leur avait dit que, du coup qu'il y avait des risques, on ne connaissait pas encore les risques, etc. On leur avait dit que nous on pensait que ce qu'on faisait était légal pour telle et telle raison, et voilà. Néanmoins on a perdu la moitié des chauffeurs du jour au lendemain, mais ça nous a permis quand même d'être à peu près droit dans nos bottes vis-à-vis des chauffeurs. Et donc après, on leur a expliqué qu'il y avait des risques de garde à vue, d'arrestation. Et quand c'était arrêté, il y avait une garde à vue, on ne savait pas ce qui se passait derrière.
quelques jours passent, tous les soirs, 3 chauffeurs en garde à vue, etc. Donc moi, tous les jours, tous les matins, je dois gérer des chauffeurs qui sont quand même pas contents. Est-ce que je peux comprendre? Alors une fois que tu as toi qui les gères, quand même. Ouais. Ça, mais c'est pas anodin parce que ça veut Ah bah dire là, que t'as c'est, pas on le est choix, quand hein. même 3 ans après, mais Ouais. c'est toi qui gères tout ça de Ouais, front. Non, mais là, bien t'as sûr, pas le choix, mais évidemment. Puis on n'était pas nombreux à ce moment-là. Ouais. J'ai géré le service client de Hitch tout seul la première année et la moitié du temps jusque les 2 premières années. Avec Mathieu, mon associé, on faisait une semaine sur 2. Et je voulais pas le donner à des employés avant un moment pour d'autres raisons. Mais bon. Et donc du coup, pendant une semaine, on a ça. Donc on a une vingtaine, je pense, de chauffeurs qui ont fait une garde à vue. Et à ce moment-là, Uberpop et Jump décident d'arrêter. Donc là, on se dit super. Peut-être que ça va se calmer. Voilà, Uberpop a arrêté, que ça. Le lendemain, toujours 3 chauffeurs en garde à vue. Donc ça continue, ça continue. Et donc c'est là où on crée un peu une cellule de crise. Donc on se fait accompagner par l'un de nos investisseurs qui nous conseille quelqu'un pour les affaires publiques, donc grosso modo pour du lobbying, qui nous conseille elle-même un avocat et elle nous conseille aussi quelqu'un pour les relations presse. Parce qu'en fait, le problème qu'on avait à ce moment-là, c'est que les seuls qui parlaient de nous, c'était Uber et les taxis. Et Uber disait en gros, vous ne pouvez pas interdire Uberpop, on fait la même chose que Hitch, une petite boîte française qui fait ça bien, etc. Et du coup, les taxis disaient, il faut interdire Uberpop et son concurrent français, Hitch, quoi. Donc dans la tête des gens, on était le Uberpop français. Et donc il fallait qu'on arrive à changer un peu cette image-là, parce que sinon, on n'avait aucune chance. Donc il fallait au moins qu'on explique ce qu'on faisait. Et on avait des vraies différences. Pour le coup, on avait des vraies différences. Ce que j'allais dire, dans les faits, vous étiez quand même très proches, non? On était très proches, mais les différences qu'on avait, qui étaient quand même assez importantes d'un point de vue légal, c'est que donc la loi disait que le transport à titre onéreux est interdit. Tu ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ça veut dire que, a priori, tu n'as pas le droit de gagner de l'argent en conduisant. Et donc, nous, tous nos chauffeurs étaient limités à 6 000 € par an, ce qui était le coût moyen de possession d'une voiture en France. Et donc, ils étaient limités à une soirée par semaine. Ils ne pouvaient pas conduire plus d'une soirée par semaine. Donc, tu avais d'un côté un truc qui permettait à des chauffeurs d'être des professionnels du transport sans licence, et de l'autre, un truc qui permettait à des gens de gagner un petit peu d'argent pour payer leur voiture. Ouais, eux, ils étaient à la mode bourrin, à l'américaine, on s'en fout, Voilà. on envoie le fric, au pire, on perdra. Voilà. Toi, tu avais essayé de Nous, respecter on essayait d'être un peu plus doux. Donc, on essayait de faire passer... de se mettre dans l'économie du partage et d'avoir une réglementation pour l'économie du partage globale. Ce qu'on n'a pas réussi à avoir à la fin, même si on n'était pas si loin. Donc les arrestations continuent, etc., etc. Et en fait, quand tu as des arrestations comme ça, vu que ça vient de la police, ça vient de l'intérieur. Et à l'époque, les taxis dépendaient de l'intérieur. Maintenant, ça dépend du transport, mais pendant très longtemps, les taxis dépendaient de l'intérieur. Ministère de l'Intérieur. Ouais, ministère de l'Intérieur. Et donc, nous, on essaie d'avoir un rendez-vous avec le ministère de l'Intérieur. Qu'on n'arrive pas à avoir parce qu'ils ne veulent pas nous voir, parce que vis-à-vis des taxis, c'est très compliqué pour eux de nous recevoir. Donc on a un rendez-vous à l'époque avec le ministère de l'économie, donc c'était Macron qui essaye de se saisir de ce dossier-là, parce que c'est un peu un dossier iconique, brûlant, French bien Tech, sûr, ouais. Machin, tout ce que tu veux. Donc en mode, et Uber pour lui c'était important, c'était les startups, ça crée de l'emploi en banlieue et tout ça. Donc, et nous on était un peu à côté, donc on rentre un peu là-dedans, et donc Macron essaye de régler la crise des taxis, alors qu'il a l'économie, et d'en faire un sujet un peu transverse. Alors normalement c'est un sujet transport, et le transport n'a rien à dire là-dedans, c'est un combat entre l'intérieur et l'économie. Pas trop de sens, mais voilà. Donc l'intérieur veut pas nous voir, on continue d'opérer, on a tout le temps des arrestations, et au bout d'un moment, tu te poses la question, tu te dis en fait ça sert à rien, quoi. Ils sont en train de te casser les jambes, et vraiment la stratégie de l'État à ce moment-là, ça a été de nous casser les jambes. Mais vraiment, paf. Ils n'ont pas assez d'argent, de toute façon, ils vont finir par. À un moment, tu finis par lâcher, craquer. quoi. Ouais, t'as pas envie d'envoyer des centaines de jeunes en garde à vue, ça n'a aucun sens, quoi. Mais à chaque fois qu'on était à 2 doigts d'arrêter, il y avait un truc qui se passait. Genre, t'as ton rendez-vous avec Macron qui dit non, mais on va vous trouver une solution, il faut pas que ça s'arrête comme donc ça. Toi, attends, à l'époque, quand même, tu avais rencontré Macron. J'ai rencontré Macron, pas quand là on avait eu rendez-vous avec son directeur de cab, mais par contre, j'avais déjà rencontré Macron à 1 ou 2 événements et on avait déjà échangé, effectivement. Il y a un moment où je pense que c'est plus vrai aujourd'hui, mais il y a un moment où je croisais Macron, il me reconnaissait. Ah ouais, le gars de Hitch et tout. Là, je suis pas sûr. Peut-être encore, tu sais. Ouais, je suis pas sûr. For sure. Ouais, for sure. Et donc, du coup, on continue. Et à un moment, on finit par avoir notre rendez-vous avec l'intérieur qui est programmé. Et, voilà. Les taxis l'apprennent. Enfin, non, les taxis, parce que je parlais avec des syndicats de taxis, ils me disent, mais t'es quand même à un niveau un peu. Il y avait quand même un peu de tension. Hein. Ils me disent, tu n'auras jamais ton rendez-vous avec l'intérieur. Si là, vous arrêtez pas dans une semaine, il va y avoir de la grosse casse. Moi, je peux plus tenir les chauffeurs de taxi. Ça va vraiment partir en vrille. Il va y avoir des trucs dont tu pourras te sentir responsable. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Ils se sont fightés, quoi. Ouais, mais il n'y a pas eu de grosse casse non plus. Non, ça va. Je sais pas quelle était la part de bluff et tout ça. Et à un moment, j'ai eu un rendez-vous avec les syndicats de taxi. Je suis rentré chez moi derrière. Je suis passé par le métro pour rentrer par une entrée et sortir par une autre sortie. Non. Ouais, parce que t'es là, tu commences à te dire, tu sais pas trop quand même. Hein. Ah, s'ils me chopent et qu'ils essayent de me casser les jambes avec des mecs masqués, tu sais pas, quoi. Tu sais pas, ouais. On a eu un moment, une soirée, c'est fou, des mecs nous appellent sur le service client et un chauffeur.
Et il nous dit, putain, Teddy et tout, je me suis fait agresser par des chauffeurs de taxi. C'est la merde, blablabla. Et tu vois, t'entends un mec paniqué qui court, j'ai plus ma voiture et tout, j'ai mal, blablabla. Il court. Ça raccroche. Putain, on est en panique, on essaie de rappeler, on n'arrive pas à l'avoir. Derrière, ça rappelle. Il dit là, ouais, putain et tout. Et là, on entend le bruit d'une ambulance. Il dit, ouais, t'entends l'ambulance, elle vient me chercher, etc. Attends, merde, ils reviennent. Ça raccroche. Et derrière, donc, troisième coup de fil. Bonjour, je suis commissaire de police et tout ça. On vient de récupérer quelqu'un qui dit qu'il était sur Hitch. Il est vraiment endommagé. Il faut qu'on vienne vous voir. Où est-ce que vous êtes ? Là, je fais... c'était Mathieu, mon associé, qui faisait le service client. J'étais avec lui, on était tous les soirs ensemble. Je lui dis, ne dis pas. Ne dis pas. Mais toi, t'as vraiment vécu un film américain. Quoi. Ne dis pas. Et donc, il dit, comment ça, où est-ce qu'on est, etc. Et donc, on posait un peu plus de questions. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'effectivement, c'est en train de tomber, quoi. Et c'était des taxis, ouais. Enfin, probablement des taxis, j'en sais rien qui c'était. Mais tout était faux. Tout était faux, ouais. Ah, c'était des taxis qui t'avaient mytho au téléphone pour te faire flipper et te choper ton adresse. Non, mais c'est une dinguerie, mais ils sont malades, les mecs. Je sais pas si c'était des taxis, mais je vois que ça, quoi. Bah, bien sûr, voilà. évidemment. Mais a priori, c'était ça. Waouh. Donc c'était quand même une période un peu chaude. Et donc, on finit par avoir notre rendez-vous avec l'intérieur. Et l'intérieur veut vraiment pas que ça se sache. Et donc, on a le rendez-vous, on leur explique ce qu'on fait. Et pendant le rendez-vous, ils reconnaissent, ils nous disent effectivement, ce que vous faites, c'est pas comme Uber Pop. Ils nous disent alors, on ne sait pas si vous êtes du bon côté ou pas de la ligne jaune. Vous êtes probablement un peu trop du mauvais côté. Mais on reconnaît que c'est pas la même chose. Les contrôles vont se calmer. Le lendemain, j'ai 16 conducteurs en garde à vue. C'est le record. Les gardes à vue, c'était le commissariat du 13e, c'est là où il y a la police des taxis. Et franchement, pour y avoir été, il n'y a pas beaucoup de cellules non plus. Donc ça veut dire qu'il y a que des hitch, quoi. Grosso modo, il n'y a que ça. Et là, on se dit, putain, en fait, on va mourir, quoi. Enfin, on va arrêter, on ne peut pas tenir, etc. Et donc, l'intérieur nous avait demandé de surtout pas communiquer sur le rendez-vous. Et là, je fais, tu sais quoi, perdu pour perdu, vas-y, appelle la presse et c'est parti, on y va, quoi. Et donc là, on fait un article, je sais plus, peut-être dans Libération, je sais plus quoi, et on explique en gros, l'État préfère demander à des policiers d'arrêter des jeunes étudiants qui ramènent d'autres étudiants plutôt que de faire son travail, une connerie comme ça. Bon, ça a un peu rompu nos relations avec l'intérieur. Tu m'étonnes. Et le surlendemain, un truc comme ça, 0 arrestation. Pour la première fois depuis 2 mois, 0 arrestation. J'ai aucune idée de si c'est l'article de presse, si c'est en fait le temps que l'intérieur fasse transmettre les informations, etc. Et qu'à la fin, ça se calme un petit peu. Mais grosso modo, à partir de août, on n'a plus d'arrestation. On passe de 3 arrestations par soir à 1 par semaine. Donc on dit, OK, on peut tenir. Et on va voir ce qui se passe après les arrestations, parce que pour l'instant, on n'en sait rien. Personne n'est convoqué, on ne sait pas ce qui va se passer, on n'a aucune information, etc. Là, tu as déjà eu quand même, dans le temps, c'est sur une période de combien de temps ça, là, c'est sur quelques mois. Non, c'est sur quelques mois. Là, tu as eu 300 chauffeurs en garde à vue. 300 sur 3 mois à peu près, quoi. Sur combien de chauffeurs à l'époque ? Il y en avait énormément, parce qu'ils ne conduisaient pas beaucoup. Tu étais des dizaines de milliers de chauffeurs. Ouais, mais bon, c'est quand même 300 chauffeurs. Le nombre, il est monstrueux. Ouais. Et toi, quand même, dans cette période-là, tu vois, comment tu te sens ? Qu'est-ce que tu te dis ? Tu vois, tu te dis... non, j'ai encore la foi, tu t'es tenu par l'envie de... T'as l'esprit de revanche, t'as l'envie d'essayer de poursuivre ton rêve d'entrepreneur. Enfin, tu te dis, bon, là, franchement, c'est trop, j'arrête. Tu passes par quelles émotions quand tu es dans des moments pareils ? Ouais, ça dépend des jours, j'imagine. Mais dans l'ensemble, on n'a jamais vraiment voulu arrêter. Enfin, c'était pas un genre de dépit. Les moments où on a arrêté, c'est juste, on s'est dit, en fait, on est en train de faire prendre trop de risques à des gens et le jeu en vaut pas la chandelle. Mais du coup, t'avais un côté un peu injuste. Parce qu'en fait, on était en train d'arrêter juste parce qu'il y avait des gardes à vue et il n'y avait pas eu de décision de justice. Et moi, quand je lisais le texte de loi en mode « le transport à titre onéreux est illégal », j'étais là, OK, est-ce qu'on est dedans, est-ce qu'on n'est pas dedans ? Et la difficulté que tu avais à ce moment-là, c'est que la start-up iconique de l'époque, c'était Blablacar. Et Blablacar, fallait pas le faire rentrer dedans, sinon c'était aussi interdit. Donc tu pourrais dire, dès que tu donnes un peu d'argent à un chauffeur, c'est interdit. Mais la réalité, c'est que non, tu es obligé de parler de partage de frais, parce que sinon Blablacar tombe. Donc du coup, la notion de partage de frais étant pas définie, et elle est dure à définir, on était là en mode, attends, mets ta définition du partage de frais, et après on discute, on verra si on est dedans ou pas. Donc il y avait un peu un côté d'injustice, en mode, on n'a pas été au bout du truc, et nous on veut une réponse juridique, et s'il y a une réponse juridique qui nous dit qu'on a interdit, on la respectera, on n'est pas des truands, on n'est pas là pour ça. Mais tu sais que quand tu es un peu à la frontière de l'innovation, le débat juridique est un peu plus lent, et du coup c'est toi qui dois le créer. Donc on voulait le créer, on voulait aller au bout du débat juridique. Donc on avait envie de continuer pour au moins aller au bout du truc. Après, si ça mourait, c'était pas grave en soi, on était...
tu vois, on a fait ça parce que ça nous plaisait. Encore, ouais, et puis c'était marrant. Tu vois, il y avait un côté excitant aussi. On a rencontré Macron qui n'était pas président à ce moment-là, mais on a rencontré plein de députés, on a rencontré plein de gens que j'aurais jamais imaginé rencontrer. Il y avait un truc un peu sympa aussi, tu vois. Voilà, c'est excitant, dur, c'est excitant, exactement. Bien sûr, ouais, non, c'est quand même. Tu vois, c'est quand même l'incarnation de l'entrepreneur pirate, quoi. Parce que je pense qu'il n'y en a pas. Non, mais il faut quand même. On dit pour qu'une boîte marche, il faut la rencontre entre un entrepreneur et un marché, tu vois. Je pense qu'il faut quand même une caractéristique psychologique, un rapport au risque qui est particulier. Parce que c'est pas la même chose de faire Hitch et de se confronter à des dizaines de gardes à vue de tes prestataires et des problèmes juridiques, etc., etc. Et puis des menaces physiques carrément que lancer un SaaS. J'ai pas de problème avec les SaaS, j'ai plein de potes qui font des SaaS, mais lancer un SaaS B2B où le pire qui va t'arriver, c'est un client qui paye pas, tu vois. C'est pas trop la même chose, quoi. Toi, d'ailleurs, juste parenthèse, avant qu'on revienne sur d'autres affaires qui ont été encore assez croustillantes, mais ça te vient d'où ce goût d'entreprendre? T'es né avec ça? T'as des parents entrepreneurs? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre? D'aussi loin que tu te souviennes, quand est-ce que c'est la première fois que tu as voulu faire ça? Je pense que c'est... c'est pas avant que je commence à travailler. Je viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs et... Au contraire, mon père était assez stressé d'être au chômage, etc. Mes deux parents n'ont pas le bac. Et après, mon père a fait une bonne carrière en tant qu'informaticien. Et donc, finalement, il gagnait bien sa vie. Et donc, de ce point de vue-là, ça allait, c'était cool. Mais du coup, très stressé parce que après, on a déménagé dans le sud. On était donc près de Sophia Antipolis. Moi, j'ai grandi à Grasse. Et du coup... ouais, quand ça allait un peu moins bien, il se disait, en plus, il n'a pas les diplômes, il n'a rien, s'il perd son taf, en gros, il ne sait pas ce qu'il fera, quoi. Et donc, il était très stressé de ça, et il me conseillait, vu que pour le coup, j'étais bon à l'école, ce qui n'était pas le cas de mes frères, il me disait, deviens prof, quoi. Comme ça, tu seras tranquille, tu n'auras aucun problème dans ta vie, d'emploi, etc. Et donc, de base, je voulais être prof. Et donc j'ai été en prépa parce que... Tu l'as été avec les chauffeurs. Ouais, vite fait, ouais. Je sais pas si je leur ai donné des bons conseils, mais... Et donc mon prof de terminale de maths me dit de faire une prépa, je savais pas ce que c'était. Et il me dit non, mais comme ça, après, tu t'inscris aussi à la fac et tu seras meilleur en maths et tu pourras devenir prof, ce sera plus facile. Donc je fais une prépa à côté de chez moi, donc à côté de Grasse. Et en fait, à la fin de la prépa, donc je suis admissible à Normal Sup Cachan. Donc qui te permet d'être prof agrégé, donc c'est pas mal. Et en fait, je les ai appelés et je leur ai dit que je viendrais pas aux oraux. Je pense que c'est un peu de première décision entre guillemets d'adulte, parce qu'en fait, je me suis dit que si je devenais prof, je pouvais à peu près écrire le film de ma vie. Tu vois, je savais à quoi allait ressembler ma vie et ça me faisait chier. Et je pense que j'aime bien apprendre, avoir de la surprise, ne pas savoir où ça va, et le changement me gêne pas. Le changement, et je m'adapte très facilement à des nouvelles situations, etc. Et tu vois, on parlait, voilà, j'ai eu d'un parcours peut-être difficile sur Hitch. La réalité, c'est que je l'ai jamais mal vécu. Et ni mes associés, d'ailleurs, je pense qu'on l'a toujours bien vécu. Et à aucun moment, on s'est dit, ça va mal finir. Le pire du pire du pire, quand tu raisonnes, c'est juste la boîte meurt. Ils n'allaient pas nous mettre en prison. On le savait qu'ils n'allaient pas nous mettre en prison. Donc si la boîte meurt, c'est pas la fin du monde. J'ai fait une bonne école, j'ai la chance d'avoir fait plutôt des bonnes expériences et tout. Si demain j'ai besoin de trouver un taf, j'en trouve un, la réalité. Donc tu prends pas un risque énorme à créer même à créer un Hitch, tu prends pas un gros risque. Ouais, putain, voilà. Quand tu as du recul. Et ça, moi, je sais l'avoir. Je pense que ça, je sais l'avoir. Donc voilà. Donc ça s'est fait progressivement. Petit à petit, j'ai commencé à bosser et après. C'est plus excitant, je trouve, d'être entrepreneur et donc, de créer des trucs, que tu sois entrepreneur ou pas d'ailleurs, hein, tu peux être salarié. Donc petit à petit, j'ai été vers ça. Même en 2017, quand vous êtes condamné ou même pendant la garde à vue, tu te dis pas là c'est trop pour moi, quoi. Tu te dis c'est pareil, le risque en vaut la chandelle, c'est marrant, quoi. Ouais, parce qu'en fait, le risque, c'est juste que ta boîte meurt, quoi. Enfin, encore une fois, le risque, c'est juste que tu te retrouves à pas avoir de job. Bon, voilà, tu peux être dans une boîte, avoir un job et être licencié aussi. Hein, le risque, il existe partout. Donc après, c'est juste que tu mets plus d'intensité et tu passes beaucoup plus de temps là-dessus. Donc, il faut aimer ce que tu fais. Tu te payais à l'époque ? Moi, j'ai adoré, ouais. On se payait pas au début et après... Combien de temps vous n'êtes pas payé ? On s'est pas payé pendant 15 mois parce qu'à l'époque, quand tu avais fait une rupture conventionnelle avant, donc moi j'étais au Maroc, mais avant d'être au Maroc, j'avais fait une rupture conventionnelle. Donc tu avais le chômage, mais quand tu crées une boîte, c'était pendant 15 mois. C'était pas pendant 2 ans comme aujourd'hui. Et donc du coup, on a fait... Ça a rechangé, t'inquiète. Ah, ça a rechangé. Okay. Et donc on s'est pas payé pendant 15 mois, mais on avait le chômage, ça nous permettait de vivre. Et ensuite, on s'est payé, ouais. Okay. Et donc, on n'avait pas les gros salaires, hein. Ouais. Non, mais parce que ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Il y a plein d'entrepreneurs pauvres, en fait. Ouais. Non, mais les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont l'impression que entrepreneurs, shiny, lèvent des fonds, ça va à 200 à l'heure, emploient des salariés, etc. Mais en fait, il y en a plein qui ne gagnent pas beaucoup de blé, quoi. Qui se payent, mais parfois même 50K.
60K, tu vois, parce qu'en fait, ils ont besoin, bah, ils veulent réinvestir. Soit parce que Nous, on se payait moins. Ah au oui, début. bah, mais après, bon, il y on a les coûts était de la vie jeunes, aussi, tu vois, il y voilà. a de la jeunesse, ça dépend Mais, des trucs. Mais il y en a plein, hein, franchement, des Ouais, entrepreneurs mais qui moi, gagnent tu pas de vois, blé, hein. alors nous, maintenant, on a fait sur une levée de fonds, mais on avait refusé avant. Nous, on était un peu timbrés quand même. Mais on a fait un peu d'exit, donc on a vendu une partie de nos parts, donc j'ai quand même gagné un peu d'argent, mais pas tant que ça, tu vois. Voilà, ça va être quelques centaines de milliers d'euros, mais pas tant que ça non plus. Plus proche de 100 que du million. Mais moi, c'est vrai que si demain Hitch s'arrête, ce qui est possible, parce que je fais ça à Uber et Bolt, honnêtement, c'est pas du tout sûr que cette boîte s'en sorte bien. Bah à la fin, clairement, par rapport à ce que je gagne aujourd'hui, j'aurais gagné plus d'argent si j'avais fait autre chose. Mais c'est pas grave. Déjà, je gagne bien ma vie, donc je suis pas du tout à plaindre. Voilà, aujourd'hui, je gagne quand même vraiment bien ma vie, mais je gagnerais plus ailleurs. Ouais, je pense que je gagnerais plus ailleurs. Je pourrais demander un plus gros salaire si j'étais ailleurs, c'est sûr. Mais après, bah, tu le fais pas que pour ça. Il faut quand même pouvoir bien vivre. Tu penses que tu serais encore employable si tu quittais Hitch? C'est une question que je me suis posée il y a pas très longtemps. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que oui, mais je pense que mon profil ferait peur. Je pense que les gens se diraient attends, mais je vais le recruter et le mec il va vouloir reprendre le contrôle quoi. Ouais. De toute façon, je pense qu'en fait, ancien entrepreneur, souvent, ce qui se passe, c'est soit ils deviennent DG, tu vois, ils prennent la place. Soit souvent, tu sais, une fois que les fondateurs ont fait leur chemin et qu'ils sont, soit ils partent de leur, ils ont vendu, ils s'en vont, ou alors ils se sont fait virer. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un deuxième entrepreneur qui prend la tête. Moi, j'ai souvent vu des trucs comme ça. Ou alors, c'est dans les grands groupes. Et en fait, les gens se rendent pas compte, mais il y a beaucoup de L'Oréal, de Kering, de LVMH qui recrutent des entrepreneurs pour gérer des business units et faire bouger des choses en interne, en fait, tu vois. Donc, c'est là où tu prends beaucoup de blé, je pense. Ouais, c'est possible. Mais voilà, encore une fois, je suis pas du tout à plaindre. Je gagne très bien ma vie et largement suffisamment pour bien vivre et il n'y a aucun problème là-dessus. Pour une dernière anecdote où l'État a failli tuer ton business, donc c'est une fois où la procureure vous a dit, donc tu es dans le bureau de la procureure, elle vous dit, un procureur n'est pas là pour avoir la vérité, il est là pour défendre l'État. Et c'est là où tu comprends qu'en fait, ça va vraiment mal se passer pour vous. Ouais, alors c'est pas la procureure qui m'a dit ça, c'est mon avocat. D'accord. Il me dit ça parce que en fait, donc voilà, on a passé l'épisode où on a tous nos chauffeurs arrêtés, etc. Donc on a qu'un par semaine, ça va un peu mieux. Et du coup, début 2016, on commence à avoir les premiers jugements des chauffeurs. Il n'y en a pas beaucoup finalement qui ont été en jugement, mais il y en a quelques-uns. Et on commence à les gagner en plus. Donc là, tu vois, finalement, on se dit ah, fais-moi le malin là. Et du coup, nouvelle grève des taxis. Donc ils organisent une grève cette fois-ci contre Hitch parce qu'on est le seul à être encore là et ils se disent ça faut pas les laisser passer et donc c'est à ce moment-là où voilà, une grosse séquence contre l'État et c'est ce moment-là où l'État a un peu peur qu'on arrive aussi à mettre les jeunes dans la rue, enfin ça va à un niveau assez haut. Et pour calmer tout le monde, donc l'État nous attaque. Donc on est attaqué par le procureur de la République. Donc on est convoqué au commissariat de police, placé en garde à vue, une journée ici. Et après, derrière, on va voir la procureure. Donc c'est notre première rencontre avec la procureure, au palais de justice. Et donc là, elle nous remet notre convocation pour un jugement. Elle nous dit qu'elle nous attaque pour exercice illégal de la profession de taxi, etc. Et donc en plus, elle oublie de nous faire signer un truc ou je sais pas quoi. Enfin, je me souviens plus exactement. Et donc on sort du bureau. Et là, je dis à notre avocat, ça, on l'a pas signé. Elle nous l'a montré, mais on l'a pas signé, ou un truc comme ça. Et il me dit, ah ouais, t'as raison et tout. Bon, bah, viens, on y retourne. Et donc là, on y retourne. Et donc, on lui signe son truc. Et pas un merci, rien et tout ça. Et moi, je dis à notre avocat, quand même et tout, on est assez sympa, tu vois. On a toujours été poli, souriant, machin, etc. Et nous, on n'était pas mécontents qu'il y ait un jugement, parce qu'à un moment, il nous fallait une décision de justice. Donc nous, être attaqués, entre guillemets, si on avait pu demander un jugement plus tôt, on l'aurait demandé plus tôt, quoi. On n'essayait pas de fuir la police, enfin la justice en tout cas, les gens pensaient ça, mais pas du tout. Et donc du coup, mais vraiment, je voyais sa tête, en fait, je voyais dans ses yeux de la haine. Et vraiment, genre, je voyais qu'elle nous aimait pas. Ouais, elle ne nous aimait pas, quoi. Quel enfer. Et donc, je dis à mon avocat et tout, quand même, etc. Alors, je pensais que ça se passerait bien. Moi, tu vois, par exemple, pendant la garde à vue, donc j'ai un inspecteur de police avec qui je fais l'interrogatoire, etc. Inspecteur de police, une fois que c'est fini, très sympa. Parce qu'après, il nous emmène donc au palais de justice. Donc là, il t'emmène dans la voiture. Il m'a pas mis les menottes. On discute avec lui dans le chemin. On fait des blagues. Ça se passe bien, quoi. Tu vois, c'est cool. Parce que, bon, voilà, il fait son taf. Je fais mon taf. Chacun fait son taf. C'est normal, quoi. Et elle, pas du tout. Et donc là, mon avocat me dit, Teddy, il faut que tu comprennes un truc. Une procureure, elle est là pour défendre. C'est comme un avocat de la partie adverse. Et pour moi, une procureure, elle est là, elle représente l'État. Et l'État, il doit représenter la justice, quoi. Il me dit, elle n'est pas du tout là pour chercher la vérité. Elle est là pour te condamner. Donc son but, ça va être de te faire tomber, quoi. Et je fais, ah ok, d'accord. Bon, bah, on verra. Mais
il y a pas cette histoire. Alors, comment vous la réglez le sujet? Parce que c'est aussi intéressant, ça. Comment vous avez réglé la question? Alors, c'est peut-être une autre histoire encore, mais l'histoire de votre business unit que vous avez dû arrêter, ou c'est pareil à c'est nouveau? après la condamnation. C'est après la condamnation, Ouais. et donc c'est une nouvelle fois que vous êtes fait attaquer, c'est ça? Ouais, Vous alors allez vous faire finalement, attaquer, c'est en pas. fait, Ouais, c'était juste Tu peux après. nous raconter, parce que quand même, c'est ça qui est fou dans ton histoire, c'est à quel point il y a un acharnement quand même de la part des pouvoirs publics, des lobbies, Ouais. taxis, etc. Mais en fait, on veut vraiment. C'est là qu'on voit quand même que la différence. Enfin, ton histoire pour moi révèle la différence de mindset entre les États-Unis et la France. C'est-à-dire qu'aux US, tu peux faire de l'innovation, ou la Chine, tu vois, le documentaire de Mathieu Stéphanie là-dessus est flagrant, où ils encouragent l'innovation par définition, ils la soutiennent même. Et en France, tu te demandes d'abord. Est-ce que c'est réglementaire? Est-ce que ça va pas déranger quelqu'un? Mais comment tu veux avancer et voir l'État t'attaque, quoi. Enfin, C'est là où The Family, pour revenir chez eux, était très bon. Tu vois, Nicolas Collin, il disait la France adore les entrepreneurs tant que c'est des enfants qui jouent dans le bac à sable. Tant qu'ils gagnent pas d'argent. Dès qu'ils grandissent et qu'ils sortent, là, tu as envie de les tuer. Et il avait pas complètement tort, quoi. Et le but de The Family était de complètement changer ça. Et effectivement, on était un bon exemple. Donc du coup, ouais, avec la procureure, on a le jugement, donc fin 2016, et donc là, jugement, etc. Et donc condamnation, et je pense que la procureure nous a pas trop aimés, au-delà du fait qu'elle était là pour nous condamner. Je pense qu'elle nous a pas trop aimés parce que en fait, on se défendait avec acharnement, quoi, et on essayait de gagner, et du coup, c'était, je pense, et en plus, on ne niait pas ce qu'elle racontait. Notamment, elle nous disait, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Et moi, je disais, bah oui, on fait ça, parce que nous, on cachait rien, quoi. On était en mode, oui, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, mais pour nous, c'est légal, parce que le texte de loi dit ça, et en fait, tant que tu m'as pas donné une définition du partage de frais, écoute... vas-y, montre-la moi, quoi, ta définition. Et donc, du coup, elle nous trouvait, je pense, assez arrogants et impertinents. Et il y a 2 fois pendant le jugement, où ça, je m'en suis un peu voulu après, mais il faut se rendre compte aussi qu'un jugement sur du pénal, pendant 2 jours, moi, je suis à la barre, tu te fais défoncer, quoi. Grosso modo, tu as les avocats des parties adverses, parce que tu as 1500 taxis qui se constituent partie civile, donc tu as je crois, une dizaine d'avocats des taxis. Donc, ils t'enchaînent. Et en gros, ils te font tous les mêmes pièges à 2 balles où ils essayent de faire dire que tu fais du transport à titre onéreux, quoi. Donc, t'es là, blablabla. Et je connaissais ma leçon, on va dire. Donc, je tombe pas dans les pièges. Et du coup, ça a agacé aussi beaucoup la procureure. Parce que je faisais pas d'erreur de langage. Tu vois, je parlais que de conducteur, pas de chauffeur. J'étais très précis dans la manière dont je racontais le truc. Et dès qu'on me faisait un petit piège, je disais... oui, mais attendez, nous, c'est que 6 000 € par an. Enfin, je mettais vraiment tous les détails. À chaque fois, je pouvais me remettre à un contexte plus haut pour redire, attends, dans ce contexte, etc. Donc, elle aimait pas trop. Le lézard, quoi. Ouais, mais sauf que la procureure, les avocats des taxis, je les avais pas trouvés si bons que ça. Après, tu vois, ils sont là, ils défendent les taxis. Elle avait vraiment creusé son dossier. Pour le coup, elle le connaissait très, très bien. Et donc, elle a été très agressive, mais en plus précise, quoi, tu vois. Et donc, il y a 2 fois où... Et donc, tu te fais agresser. Et à un moment, mais j'ai plutôt de la répartie. Et à un moment, pouvoir renvoyer quelqu'un dans ces 22, c'est un petit plaisir que je me suis autorisé 2 fois parce que j'ai vu l'opportunité, je l'ai prise, j'aurais pas dû. Mais donc, la première fois... Elle me fait... en gros, on était en partenariat avec des organisateurs de soirées, des BDE, souvent des associations étudiantes. Et donc, ils écrivaient des textes pour présenter Itch. Et elle voulait nous faire dire que c'était nous qui leur donnions la maquette du texte. Et donc, dans le texte, il y avait écrit Itch, le Uber Pop français ou une connerie comme ça. Et en plus, c'était pas vrai. Moi, je leur disais juste, on est en partenariat, vous faites ce que vous voulez, je vais pas commencer à écrire vos textes. Et donc, elle voulait me faire croire, enfin, elle voulait que j'explique qu'on écrivait les textes. Et donc, elle me donne un texte, elle me demande de le lire. Donc, je le lis et je m'arrête et je lui dis, vous voyez bien que c'est pas moi qui l'ai écrit, il y a une faute d'orthographe sur le 3e mot. Comme un gros rire dans la salle, parce que le public est mort de rire, parce que c'est un procès, tu vois, il y a un peu de public quand même, en plus il y avait des journalistes et tout ça. Donc là, c'est pas le genre de truc à faire sur un procès pénal. Bah oui, elle se sent humiliée, quoi. Je le conseille pas, voilà. Et la 2e fois, c'est un moment, elle me pose des questions, et donc elle me parle, pas d'une soirée ou d'un événement, qui avait lieu genre mi-2016. Et moi, nous, on a été attaqués, donc notre garde à vue, c'est en janvier 2016, donc t'es attaqué entre 2013 et 2016, et janvier 2016. Tout ce qui s'est passé après, t'es pas attaqué pour ça. Donc je suis là, je réponds et tout ça, et puis je fais là vous me parlez d'un truc, tu vois, qui s'est passé en mai 2016. Je dis en vrai, moi je suis attaqué de telle date à telle date, donc ce genre de truc, est-ce que j'ai vraiment besoin d'y répondre? Et puis je regarde vite fait mon avocat qui me fait non de la tête, et donc je dis du coup je vous le rends et voilà, on n'a pas besoin d'en parler. Et tu vois, c'est le genre de truc qu'il faut pas faire, quoi. Donc je pense qu'elle m'aimait pas trop. Et donc il y a eu un peu d'acharnement, aussi probablement un peu de ma faute. Oui, à un moment donné, je pense que t'en as marre, quoi. T'as aussi envie de te défendre, quoi. C'est dur de prendre des coups, T'en prends quand même pas mal, et voilà. Bon.
Et donc passer cette condamnation, donc il y a une autre fois où vous avez failli être à nouveau attaqué. Ouais. Comment tu l'as résolu Ce sera la Bah, en dernière gros- anecdote sur la question. Après, on passera aussi sur comment on peut se battre face à des géants Ouais. et puis tout ce que tu retiens de cette histoire. Mais vas-y, dis-nous un peu. Donc derrière, on a été condamné, donc on doit arrêter le service avec des particuliers. On décide de faire appel. Finalement, on annulera l'appel après parce que finalement, on se dit que ça sert à rien, on passe à autre Et toi, chose. juste, elle est de combien l'amende 600 000 euros. Ah, quand même. Et Ouais. Vous aviez ça en trésor Alors, on a eu beaucoup de chance parce que on avait levé 300 000 euros en 2014, 700 000 euros en 2015, donc 1 million en tout. Et on arrive au moment où on rencontre la juge, elle nous demande combien on a d'argent sur le compte en banque. On a 800 000 euros. Et elle nous condamne à 600 000 euros d'amende avec une exécution provisoire du jugement. Donc, tu es obligé de payer tout de suite, même si tu fais appel. Et donc, en gros, je pense que la juge s'est dit, je leur laisse 200 000 pour payer les derniers salaires et merci, au revoir, quoi. Et vous vous faites tapis, quoi. Ciao. Ouais, ciao. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, on était en train de lever de l'argent. Donc, quand on a rencontré la juge, elle nous demande, voilà, on n'avait que 800 000, c'était vrai. Mais on signe donc la levée de fonds en janvier 2017, sachant qu'on voit la juge en décembre 2016 et on est condamné en mars 2017. Donc, quand on est condamné, on a un peu plus d'argent, même s'il y a des conditions suspensives qui dépendent du résultat de l'audience. Et donc, quand on a été condamné à 600 000 euros, en gros, on serait mort si on avait eu plus d'1 million d'euros de condamnation. Dans ce cas-là, on n'aurait pas eu l'argent et voilà. Parce qu'on avait levé 10 millions d'euros, mais il y avait 2 millions tout de suite. 2 millions si on avait moins d'1 million d'euros de condamnation. Et 2 millions et 6 millions si on pouvait continuer à opérer avec le même modèle. Donc ça, on ne les a pas eu. C'est complètement dingue de la part d'un investisseur. J'ai jamais vu ces clauses. Ouais. T'imagines, ils te donnent de l'argent en fonction de la taille de l'amende que tu vas prendre. Ouais. Ils sont quand même couillus, les mecs. Ah, ils Enfin, ont tu été vois. couillus, ouais. Franchement, Ouais. impressionnant. parce que On pour leur le coup, passe on le parle- bonjour. on C'est parle des mauvais Félix, victimes. Alven et Vieille idée à ce moment-là. D'Alven, ouais. Ouais, Félix, Alven et Vieille idée. C'est à vrai ce que moment-là. moi, je suis bootstrapper, donc je passe ma vie à taper sur les VC qui parfois ont des comportements un peu de voyous. Mais là, pour le coup, c'est assez impressionnant. C'est du soutien, quoi. En tout cas, prend un vrai risque aligné. Ouais, quoi. ouais, clairement, ils ont pris des risques avec Itch. Ça, c'est sûr. Après, voilà, il y avait une valo qui était basse. Et ils croyaient à notre capacité. Déjà, on croyait qu'on pouvait s'en sortir. Et on pensait aussi que si on était condamné, on pouvait rebondir sur du VTC, même si on ne l'avait pas trop préparé, parce qu'on ne voulait pas trop l'imaginer. Mais donc, quand c'est arrivé, on a dû basculer sur du VTC. Et quand même, ça nous a un peu chié d'être condamné. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand on a été condamné, le juge nous a dit, à partir du moment où il y a un échange d'argent, même si tu donnes que 10 centimes d'euros à un chauffeur, c'est du transport à titre onéreux. Donc, ce que tu fais est illégal. Et du coup, on se pose tous la question, ok, mais Blablacar. Voilà, parce que Blablacar, le chauffeur C'est le reçoit un principe. peu d'argent. C'est le principe. Et donc, à ce moment-là, fin 2016, donc après qu'on rencontre la juge, donc vraiment fin décembre 2016, il y a une nouvelle loi qui sort qui dit qu'à partir de maintenant, le transport entre particuliers à titre onéreux est interdit à l'exception du covoiturage. Et il y a une définition du covoiturage qui est créée et qui, grosso modo, a été écrite par Blablacar. Et qui dit qu'il faut que ce soit du partage de frais, ça ok, on s'en doutait, et un trajet fait pour son propre compte. Et donc, du coup, la juge nous dit, vous ne faites pas du covoiturage, donc vous êtes condamné, et parce que vous faites du transport à titre onéreux, et la seule exception, c'est le covoiturage. Donc, en gros, sur la loi d'avant, on fait du transport à titre onéreux, et sur la nouvelle loi, parce que si tu as une nouvelle loi qui est plus favorable, tu dois prendre celle-ci. Donc, sur la nouvelle loi, on ne passe pas, parce qu'on ne rentre pas dans la définition du covoiturage. Et c'est pour ça qu'on a annulé l'appel au bout d'un moment, on a dit, bon, ça ne sert à rien. Et donc, la juge justifie que ce n'est pas du trajet pour son propre compte. Elle ne parle pas du partage de frais, parce que le partage de frais, hyper dur de faire une distinction entre Blablacar et nous au final. Elle dit que ce n'est pas du trajet pour son propre compte, parce que sur Blablacar, c'est le chauffeur qui poste le trajet, et sur Hitch, c'est le passager qui poste le trajet, et le chauffeur qui s'adapte au trajet du passager. Donc, on dit, OK, bah, tu sais quoi, on va demander aux chauffeurs de poster leur trajet. C'est ça, on va juste respecter la loi, quoi. Donc, on crée sur Hitch, où il y avait déjà des VTC. Donc, en mai 2017, on est prêt. On crée un truc qui s'appelait Hitch, la base, et où tu avais des chauffeurs qui pouvaient poster des trajets. Ils pouvaient poster maximum 4 trajets par jour. Et donc, un point A, point B. Et on leur donnait des passagers calés dans la même direction qu'eux. Voilà. Avec un peu d'angle, mais voilà. Et bah, du coup, il y a des chauffeurs qui reviennent, il y a des passagers qui reviennent, etc. etc. Ça fonctionnait moins bien qu'avant, parce que forcément, tu as beaucoup plus de contraintes. Et en plus, ça faisait chier nos chauffeurs VTC. Donc, c'était pas si simple. Donc, on se posait un peu... voilà, on n'était pas sûr de comment le faire, d'avoir les deux, parce que voilà, tes chauffeurs VTC ne sont pas contents d'être en concurrent avec des particuliers.
tes passagers veulent tous avoir les particuliers moins chers, mais ils n'en ont pas Ce toujours. qu'il faut dire, je t'interromps, mais c'est Ouais. qu'entre les deux, tu as quand même passé sur un modèle aussi où tu avais des chauffeurs professionnels. Hein. Ouais, là j'avais des chauffeurs VTC et ça. Donc les Ouais, deux étaient côte à côte. Toi, tu essayais d'avoir le meilleur des mondes et donc Bah, là, cumuler t'essayes, quoi. un modèle Voilà. B2B, comme on dit, un modèle B2C. Ouais. Quoi. Ouais. Et donc on a ça, et on commence à avoir des nouvelles arrestations de nos chauffeurs particuliers. Et donc là, arrestation, et il y en a quelques-uns qui nous appellent et qui nous disent « Teddy, j'ai été arrêté, j'ai été au commissariat, j'ai pas fait de garde à vue, mais la police m'a demandé de signer un papier où je reconnaissais que ce que je faisais n'était pas du covoiturage. Et si je le signais, je faisais pas de garde à vue. Si je le signais pas, je faisais une garde à vue. » Non, mais c'est quand même un sketch. Ah ouais, en France, c'est la sketch, quoi. Ouais. C'est particulier. Incroyable. Et donc, du coup, les chauffeurs le signent, ce que je peux comprendre, c'est normal. Donc, ils me préviennent et ils me disent, pour info, il y a ça. Et donc, toi, ça t'aide pas parce que tu commences à avoir des chauffeurs qui disent qu'ils font pas du covoiturage. Donc, forcément, ça va pas t'aider. Donc, à un moment, là, on se dit, ah putain, ça a chauffé, ils sont en train de nous refaire un truc. En plus, on se pose un peu la question, finalement, cette offre, elle fonctionne pas si bien que ça parce que t'es pas aussi libre qu'avant. Et donc, on essaye de rentrer en contact avec la procureure pour comprendre aussi ce qu'elle veut. Donc, notre avocat, parce que nous, je pense qu'elle nous aimait pas trop. Et vraiment, elle répond pas à ses appels. Alors qu'il la connaissait, il avait déjà plaidé devant elle plusieurs fois. On n'était pas, voilà. Donc, il répond pas. Donc, à un moment, il nous dit, je comprends pas, il ne répond pas. Et il nous dit, bon, je vais y aller. Donc, il y va. Et là, il rentre dans son bureau sans être annoncé, parce que sinon, elle ne le reçoit pas. Et il lui dit, qu'est-ce que vous faites avec Hitch? Il demande un peu des explications. Donc, elle lui explique qu'elle est en train de refaire un dossier et qu'elle est quasiment prête pour nous reconvoquer, quoi. Et là, tu es sur du pénal, récidive. Là, ça commence à être un petit peu chaud quand même. Et donc là, il nous appelle, il nous dit, voilà ce qu'elle m'a dit. Et il me dit, qu'est-ce que je fais et tout ça. Je dis, je sais pas, qu'est-ce que tu me conseilles? Il me dit, je peux essayer de dealer avec elle. Est-ce que si vous arrêtez maintenant, elle lance pas la procédure? Et vu qu'en plus, on se posait un peu la question, on dit, vas-y, demande-lui. On verra bien ce qu'elle dit. Et donc, il retourne la voir et il nous rappelle, il dit, elle est OK pour ne pas lancer la procédure si vous arrêtez. Donc, on a décidé d'arrêter. Mais quand même, ce qui est fou, c'est que dans une histoire pareille, qui motive la procureure à s'acharner comme ça? C'est elle-même, c'est l'État, c'est les lobbies du taxi qui agissent dans l'ombre. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Je connais pas tout, hein, mais je pense que tu as les lobbies du taxi qui font pression sur le ministère de l'Intérieur, et au bout d'un moment, l'Intérieur dépêche une procureure pour dire on va l'attaquer. Et là, en fait, ou via c'est peut-être le garde des Sceaux qui décide, je sais pas. En France, j'avais demandé à nos avocats, ils m'avaient dit, non, ils peuvent pas demander à un juge de voter comme ils veulent, enfin de condamner ou de pas condamner. Ça n'existe pas en France. Par contre, c'est le ou la garde des Sceaux qui choisit le juge. Et je pense que c'est le ministère de l'Intérieur qui choisit le ou la procureure. Donc tu sais aussi, tu connais un peu les profils des gens. Il y a des gens qui vont être plus ouverts à certains sujets et d'autres plus fermés. Donc tu peux influencer un petit peu comme ça a priori. Donc probablement ils étaient aussi allés chercher une procureure qui était dure, quoi. Ouais, en tout cas. Nous, elle a voulu nous interdire de gestion. Nous, dans son réquisitoire, elle avait demandé qu'on soit interdit de gestion parce qu'on était des mauvais entrepreneurs pour la France et un mauvais exemple pour la jeunesse, etc. C'est du délire, ouais. C'est du délire. Donc ça, elle n'a pas eu ça. Mais je me fais rire. T'es vraiment un éternel optimiste parce que moi, quand même, je veux dire, franchement, on m'annoncerait ça, je pense que je commencerais sérieusement à flipper, tu vois. Je me dirais, là, ça va mal se passer. Là, c'est sûr, je redeviens prof et je reste là, ma voie tracée toute ma vie, quoi. Ouais, au final, elle n'a pas eu ça. Est-ce qu'avec tout ton parcours, là, avec le recul de tout ce qui s'est passé, toutes les anecdotes que tu nous as racontées, merci d'ailleurs, tu considères que la France, c'est un pays anti-startup, anti-innovation? Non, non. Il y a du positif et il y a du négatif. Tu vois, le fait, par exemple, donc à mon époque, de pouvoir avoir le chômage quand tu crées une boîte, c'est un truc, Pôle emploi, meilleur business angel de France, hein, et peut-être du monde. Donc il y a des trucs qui sont très bien, il y a des trucs qui sont plus durs. La réalité, c'est que tu vois, c'est un sujet qui est vraiment sensible, les taxis en France et en Europe d'une manière générale. Dans tous les continents du monde, ce qui s'est passé, c'est que tu avais des taxis et un Uber ou équivalent est arrivé et permettait à des particuliers de conduire et c'était disrupté, on n'en parle plus. Et la France et l'Europe est un continent où tu aimes bien réglementer, donc il y a des taxis, ils ont été disruptés par les VTC. Donc tu as rajouté une licence. Il n'y a pas n'importe qui peut conduire, il y a des chauffeurs VTC qui passent un examen, etc. Donc après, quand tu venais redisrupter ça, c'était peut-être un peu trop. Mais ça a été le cas partout en Europe, tu vois, à part en Estonie, où quand Bolt, eux, se sont lancés, eux, on leur a clairement fait un tapis rouge et ça les a aidés parce qu'on a autorisé, c'est le seul pays de l'Union européenne, je pense, où le particulier a été autorisé. Donc eux, pour le coup, ils ont bénéficié de conditions, mais c'est un petit marché. Mais tu regardes sur la France, sur le Royaume-Uni, sur l'Allemagne, sur l'Italie, l'Espagne,
voilà, il n'y a personne qui a autorisé Uber Pop. Donc, voilà, c'est un continent qui aime bien la réglementation, ouais, ça c'est vrai. Après, c'est pas non plus anti, c'est moins favorable. Tu m'as quand même dit au téléphone, on pourrait avoir la taille d'Uber s'il y avait un peu de protectionnisme d'innovation en France. Tu le crois? C'est sûr ça, enfin de la taille de Uber en France, ouais. Ça c'est sûr, à partir du moment où tu te dis je veux avoir une politique pour protéger mes entreprises, tu fais voilà, par exemple, là tu vas avoir les voitures autonomes qui vont arriver, qui commencent à arriver là cette année en Europe. En France, ça prendra peut-être un peu plus de temps. Tu te dis, vas-y, tu sais quoi, je vais donner un pilote à une plateforme française pour être la seule qui puisse avoir des voitures autonomes pendant 2 ans parce qu'on veut contrôler comment ça se passe, etc. Enfin, si tu es le seul à avoir des voitures autonomes pendant 2 ans, même si tu n'en as pas beaucoup, en termes de notoriété, tu exploses, quoi. Donc c'est sûr, si tu veux aider les boîtes, tu peux. Mais c'est vrai que c'est pas la volonté. Le problème du politique, je pense, c'est qu'il veut du très court terme. Et le très court terme, à l'époque, c'était Uber crée des jobs en banlieue. Voilà. Et ils vont en créer plus vite que Hitch ou que n'importe qui. Et donc, du coup, le VTC avec un Uber qui arrivait avec ses milliards et qui allait éduquer tout le marché, pour ton mandat, t'es ministre de l'économie, parce que c'est Macron qui a essayé de prendre ce sujet-là, en mode, moi, je suis là pour créer des jobs. Voilà. Donc, le problème, je pense, de la France et de l'Europe d'une manière générale, c'est que tu n'as pas de vision long terme parce que tu es sur une démocratie avec une alternance très rapide et du coup, les mecs, ils pensent juste à comment je fais pour être réélu. Et la réalité, c'est que si tu veux innover, les politiques que moi j'ai rencontrées sont souvent plutôt en mode si je peux faire le bien commun, je le fais. Mais si ça me crée des risques, si ça me crée des problèmes, si ça me fait perdre, entre guillemets, un minimum de chance sur les prochaines élections, c'est fini, on n'en parle plus. Voilà. Et donc, du coup, j'aide le bien commun tant que ça ne me crée pas de problème. Voilà, c'est ça. Une fois que tu as ça, tu sais comment ça marche, quoi. Ouais, je pense que c'est en train de bouger en réalité, comme à toutes les élections. Il y a des mouvements d'entrepreneurs qui sont en train de se lever, comme il y a eu les pigeons à l'époque en 2012. C'était concomitant avec le démarrage de votre démarrage, tu vois. Aujourd'hui, il y en a pas mal. Il y a Action pour la France, il y a les 300 pour la France. Il y en a pas mal de mouvements qui sont en train de se monter, d'entrepreneurs qui essayent de dire là, c'est trop, quoi. Trop, c'est trop. Les taxes sur le travail, c'est pas possible. Opposition salarié-patron, c'est pas possible. Il faut arrêter faut mettre un petit peu, faut aider ceux qui sont le poumon de la France, quoi, tout simplement. Ouais. Donc, ouais, mais c'est dur parce que les démocraties, je pense, sont déjà un peu challengées. Mais à partir du moment où tu as un système démocratique qui est probablement quand même le meilleur qu'on puisse avoir parce qu'il existe et il évite aussi des dérives. Mais à partir du moment où tu as ça, tu n'as pas de vision en fait. Tu vois, aujourd'hui, une boîte arrive à dire ouais, moi je veux faire ça sur les 10 prochaines années, les 20 prochaines années. Enfin, le but d'une boîte, c'est d'avoir une vraie vision forte et tu essayes d'y aller. Un pays aujourd'hui n'a pas de vision. Les débats politiques, c'est pas du tout comment on fait pour bien vivre ensemble dans 30 ans. C'est grosso modo comment on fait pour que l'an prochain ça aille mieux et ça s'arrête là, quoi. Donc, du coup, tu n'as pas de planification. Et quand les gens sont un peu nostalgiques, moi, j'ai pas connu les années 70 en France avec tous les grands projets, le Concorde, etc. La réalité, c'est que c'est parce que tu avais de la planification et tu n'en as plus, quoi. Moi, j'ai rencontré pas mal de politiques parce que ça m'intéresse de porter la voix des entrepreneurs en ce moment. Puis il y a vraiment, c'est le momentum, tu vois, avec les élections qui arrivent, municipales comme présidentielles. C'est vrai que j'ai rencontré même, tu vois, un ancien Premier ministre qui va se présenter. Là, c'est le niveau de connaissance fine d'une problématique de TPE-PME. Il est vraiment bas, quoi. Tu vois, et même des maires, j'ai vu des maires, c'est rare. Alors, les maires, c'est mieux parce que les maires, ils ont quand même ce côté tissu local, de commerçants, d'artisans. Donc, ils comprennent déjà un petit peu mieux, tu vois. Mais je trouve que le niveau global des politiques, il est vraiment bas, quoi. D'ailleurs, c'est pas étonnant que tous les partis aient des programmes plutôt socialistes sur le plan économique. C'est à droite comme à gauche. C'est qu'il y a pas trop de... Toi, t'es plutôt un entrepreneur de gauche ? Ouais, donc bon, socialiste, ouais, je suis pas complètement d'accord sur le programme économique socialiste, mais j'ai toujours trouvé ça marrant cette combinaison d'être entrepreneur et d'être de gauche, tu vois, parce que il y a ce côté quand même argent, aimer l'argent, vouloir s'en sortir, alors, tu vois. Les gens vont peut-être pas me croire, mais moi j'aime pas l'argent, enfin pas particulièrement. Je suis content d'en gagner, je suis très content d'en gagner. C'est pas du tout ce que je dis, et tu vis plus confortablement avec de l'argent. Mais j'ai pas du tout été entrepreneur pour gagner de l'argent, et je le suis pas aujourd'hui. Si je suis encore chez Hitch, c'est pas du tout pour ça. Pourquoi tu continues, toi, d'ailleurs ? Parce que j'aime bien et parce que j'ai des nouveaux challenges tout le temps et parce que je me dis que peut-être on peut avoir de l'impact et parce que c'est du combat, quoi. Je suis quelqu'un, quand je joue, j'aime bien essayer de gagner, tu vois. Il y a ce côté-là aussi un peu jeu, et tu essayes de te dire c'est comme une partie de Monopoly, est-ce que je vais réussir à gagner, quoi. Mais à la fin, si tu gagnes de l'argent, et encore une fois, je crache pas du tout dessus.
Mais tu vois, je sais très bien que si à la fin je gagne pas d'argent avec Hitch et que j'ai pas d'exit et tout ça, j'aurai une vie heureuse, quoi. Donc ça, pour moi, en tout cas, le bonheur, moi, il est pas là, ouais. Donc non, je pense que c'est pas incompatible, mais c'est pas. Mais il y a des entrepreneurs qui vont pour l'argent et enfin libre à eux et j'ai aucun problème avec ça et tant mieux s'ils y arrivent et voilà, chacun a sa motivation et il y a pas de problème, quoi. On dit l'argent est un mauvais maître de toute façon, mais faut pas enfin tu sais, c'est comme comment il s'appelle le bon vieux Kiyosaki là, tu sais tu vois ce que c'est, non? Non. Père riche père pauvre. Tu vois pas ce bouquin, c'est peut-être le bouquin sur la finance personnelle, le développement du patrimoine le plus connu au monde, qui est écrit par un américain qui s'appelle Kiyosaki, qui a beaucoup investi dans l'immobilier. Et le principe de ce bouquin, en fait, il raconte sa vie. Lui avait un père intellectuel, enseignant à la fac, etc., qui est très brillant, mais qui est contre le fait de gagner de l'argent, qui trouve que c'est pas noble, qui trouve que le plus important c'est la culture, le fait d'enseigner, etc. Et de l'autre, il a le père de son pote qui est beaucoup moins capé intellectuellement, en tout cas en termes de diplôme, mais qui gagne un paquet de fric parce qu'il est entrepreneur. Et du coup, il va faire ses armes auprès de ce type-là et il va te dire, voilà, moi, j'ai mon père riche et j'ai mon père pauvre. Et en fait, ce que j'ai compris avec les deux, c'est que voilà, tu peux pas détester l'argent comme tu peux pas l'adorer, comme ça peut pas être une idole en fait. Donc faut trouver ton chemin entre les deux. Ouais. Parce que si t'en as peur, tu vas rester comme mon père et tu vas rester pauvre. Si tu l'idolâtres, tu vas te perdre parce que tu vas trouver de sens en fait dans ton action, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je crache pas du tout sur l'argent, hein. Voilà, je suis peut-être un entrepreneur de gauche, mais je suis pas un entrepreneur qui dit qu'il faut pas d'argent, que c'est mal d'en gagner. Non, moi ceux qui en gagnent, j'applaudis parce que ça veut dire qu'ils arrivent à gagner contre le système ou ils arrivent à gagner la partie de Monopoly, quoi. Donc non, moi très bien avec ça. Mais effectivement, ça me gêne pas d'être taxé, quoi. Je suis là, je dis oui, j'ai assez d'argent, j'ai pas de problème, quoi. Mais en même temps, là maintenant, tu vis à Barcelone. Je vis à Barcelone, ouais. Donc tu es taxé sur le plan. Ouais, c'est pas le pays le moins taxé non plus, hein, l'Espagne. Hein. La Catalogne, c'est un peu la Californie de l'Espagne. Ça dépend dans quel sens, mais c'est ouais, si on veut, ouais, dans le sens où il y a la mer, il fait beau et c'est là où il y a les startups, donc peut-être. Après, l'Espagne, tu vois, en ce moment, c'est plutôt un gouvernement de gauche qui d'ailleurs s'en sort assez bien, mais c'est la gauche espagnole quand tu compares, tu vois, t'as la retraite à 67 ans, le chômage est beaucoup moins bien que ça, donc c'est voilà. Enfin, j'en sais rien à la fin ce qu'il faut, et tu vois, tu peux pas savoir, mais je pense que ça peut bien fonctionner de droite, ça peut bien fonctionner de gauche, ça dépend aussi de l'énergie que tu mets et est-ce que tu arrives à faire en sorte que les gens ont envie de bosser ensemble et de vivre ensemble, quoi. Et moi, à la limite, tu vois, si on doit parler politique, le seul truc qui me gêne en ce moment sur la politique, c'est qu'effectivement, personne pose la question ou ouvre le débat sur, en fait, on veut faire quoi comme société pour que dans 30 ans, on vive bien ensemble, quoi. Tu vois, juste que les gens soient contents d'être les uns autour des autres, même si on a des différences et tout ça. Et donc ça, je trouve ça un peu dommage. Le reste, bon, écoute... On verra. En tout cas, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que c'est une réponse entrepreneuriale à cette question. Je ne sais pas ce que c'est tes valeurs profondes ou la mission profonde que tu cherches dans la vie, mais en tout cas, c'est une question de vivre ensemble. En fait, c'est une réponse au vivre ensemble, le fait de faire du hitch, en particulier du hitch pop, comme on dit. Tu vois, c'est vrai. Tu vois, oui, il y avait c'est beaucoup, de réunir des milieux sociaux, c'est de réunir des gens d'horizons, de projets, de conditions de vie différentes. Ça ramène de l'emploi. Enfin, tu vois. Ouais, non, mais j'adorais te dire qu'on l'a fait pour ça, mais pas du tout. On l'avait fait parce que juste ça nous faisait marrer, voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'un truc qui était très marquant sur le premier hitch, c'est que tu mélangeais des couches sociales qui n'avaient rien à voir et ça se passait bien. Et en vrai, à la fin, il y avait un truc fort et qui faisait du bien, en vrai. Ouais. Je veux dire, tu vois, l'exemple de ton chauffeur qui a fini en teuf probablement dans une soirée parisienne avec des bobos, quoi, tu vois. Ouais. Et lui, j'imagine, plutôt banlieusard. Ça arrive jamais, tu vois, en vrai. La technique des flics pour arrêter les chauffeurs hitch, c'était vu que c'est le commissariat du 13e, donc ils allaient souvent devant la Cité de la Mode, là où il y a le Wanderlust et tout ça, parce qu'il voilà, il y avait des soirées, donc il y avait des jeunes qui commandaient. Donc c'était dès que tu avais un chauffeur qui était en gros un arabe ou black, qui s'arrêtait et qui prenait... une ou deux petites filles blanches, quoi. Et là, ils savaient que c'était un hitch. Et c'est terrible. Mais tu mélangeais effectivement des populations qui se voyaient pas trop. Nos passagers étaient plutôt des filles, plutôt banlieue ouest ou ouest parisien. Et nos chauffeurs étaient plutôt banlieue nord. Et en vrai, ça se passait hyper bien. J'ai eu un chauffeur, je vois, il a un commentaire, mauvais commentaire, genre, ouais, il a fait une remarque désobligeante, etc., etc. Il m'a traité de bourge, machin. Et donc, j'appelle le chauffeur et je lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et il me dit, et je lui dis, voilà, le commentaire, vas-y, explique-moi ce qui s'est passé, quoi. Alors peut-être j'ai dû le corps un peu, mais voilà. Et il me dit, ah non, mais elle a habité à Neuilly. Et je dis, alors, il me dit, c'est la première fois que j'allais à Neuilly. Donc quand je suis arrivé, je dis, ah ouais, c'est vrai que c'est beau Neuilly et tout. Et donc il a fait des remarques sur Neuilly en mode, c'est beau, ouais, on voit, je comprends pourquoi les gens disent qu'il y a de l'argent et tout. Et donc elle a mal pris. Et lui, c'était juste la première fois qu'il allait là, quoi.
J'adore. Bah, encore heureux, mais ça, c'est des histoires marrantes, parce que malheureusement, chez Uber, il y a eu des histoires beaucoup plus graves, hein, de chauffeurs qui agressent des filles qui rentraient un petit peu éméchées, etc. Mais si tu devais repartir à zéro, tu vois, enfin, si tu devais recommencer tout, tu referais Hitch? Au même âge, oui. Alors, tu me remets les mêmes conditions. Ouais, je refais clairement Hitch. Ouais. Ouais, je pense que de ce point de vue-là, on a vécu des choses sympathiques. Ouais. Mais maintenant, non. Aujourd'hui, tu vois, j'ai quand même passé les premières années à aller flyer tous les vendredis et samedis soirs de minuit à 6 h du matin. Je ne sais pas si j'arriverai encore à le faire. Mais en vrai, le 0 to 1, le tout début d'une boîte, c'est vraiment le moment où je pense que j'ai le plus d'impact et où j'arrive à aller à être, je pense, meilleur que d'autres personnes. Ouais, peut-être pas que tout le monde, mais et c'est une partie qui me plaît. Ouais, donc je pourrais remonter une boîte. Ouais. Même si un jour, tu vois, on a la chance de vendre Hitch et de gagner de l'argent, je me vois pas comme pas mal d'entrepreneurs qui deviennent business angel et qui du coup voilà, tu gères un peu ta thune et tu participes à des projets, mais de plus loin, moi peut-être que je ferai une petite pause, mais après un moment je pense que je reprendrai une activité peut-être pas entrepreneuriale, peut-être juste associative, enfin un truc où je me dis vas-y, j'y vais à fond quoi. Ouais, ça je pense. Ouais. Vous avez levé quoi, plus de 50 millions d'euros au total, ouais. Non? Avec le recul, tu vois, moi je suis biaisé parce que je te dis, j'ai fait le club bootstrap, donc c'est quand même par définition, j'encourage tous les entrepreneurs à lever le plus tard possible. Alors j'accompagne aujourd'hui, tu vois, des entrepreneurs pour faire ça, des boîtes entre 500K et 5 millions, parce que je pense que c'est à ce moment-là de chiffre d'affaires où c'est le plus important d'arriver à contrôler ton capital, contrôler ta direction et puis bien vivre le fait que tu vas être rentable, que tu vas faire attention à ta thune, etc. Avec le recul, est-ce que tu trouves que l'argent était plutôt un atout ou plutôt un frein? En tout cas, dans quelle mesure il a été un atout, dans quelle mesure il a été un frein? On est quand même sur un marché où c'est compliqué de faire sans argent parce que tu as quand même une course à devenir le leader, ou gros en tout cas, parce que tu as des effets de réseau. Si tu as une grosse plateforme avec beaucoup de passagers et beaucoup de chauffeurs, elle est plus fiable que si tu as une petite plateforme. Donc après, sinon, tu es obligé de choisir un chemin différent. Par exemple, tu fais que de la réservation à l'avance ou que du B2B ou des trucs comme ça. Et ça, tu peux le faire en bootstrap, il n'y a aucun problème. Si tu vas sur le mass market, plus tu as d'argent, plus tu as des chances quand même, quoi. Donc après, nous, quand tu regardes ce qu'on a eu par rapport à ce qu'ont eu les autres, tu peux dire, bon, si on n'avait rien eu, est-ce que ça aurait changé tant que ça ou pas? Et on aurait augmenté nos commissions plus vite, on aurait peut-être fait des choses différemment. Donc je pense que ça nous a donné du confort parfois quand c'était très dur parce qu'on savait qu'on avait un peu de temps pour se retourner. On n'aurait probablement pas survécu. Et encore, est-ce qu'on aurait pu survivre à la condamnation sans argent? Je ne suis pas sûr parce que vraiment là, on n'aurait vraiment pas eu beaucoup d'argent, donc on serait peut-être mort. Il aurait fallu licencier tout le monde et puis repartir que à 3 ou 4, quoi. Donc c'est des cycles encore plus durs, sachant qu'on a déjà eu des où tu dois arrêter avec des gens, etc. Donc nous, je pense que ça a plutôt été quand même une chance d'en avoir, ouais. Ouais, je pense, ouais. Après, je suis d'accord avec toi que quand on n'a pas, tu trouves d'autres solutions. Ouais. Bah, tu sais, en fait, c'est toujours possible quand même, hein. Tu vois, je vois sur des modèles, moi, je pense à une boîte qui fait de l'électronique de pointe, donc tu vois, qui a des capex énormes, qui était au club bootstrap, qui a vendu sa boîte 65 millions d'euros. Enfin, c'est un truc monstrueux. Enfin, ça fait partie des plus gros exits. On n'en parle même pas. Tu vois, une boîte industrielle qui faisait de l'électronique de pointe. Et qui a fait. Parce qu'en France, il y a des subventions. Hein. Attention. Il a quand même beaucoup vécu grâce aux subventions, mais il ne s'est pas dilué de 1 euro. Ouais. Je pense à mon pote Wilfried de Superprof qui a monté le truc jusqu'à là, il doit, je sais pas, 60-70 millions de chiffre d'affaires. Il n'a toujours pas levé 1 euro, tu vois. Non, mais tu peux, mais ça dépend des business. Quand tu es sur un business où en fait c'est une course de vitesse, c'est plus dur, quoi. Quand tu es sur du B2C, course de vitesse, quand tu as Uber en face de toi, c'est compliqué quand même hein, de te dire vas-y, je vais réussir à le faire sans argent, c'est pas facile, ouais. Donc, mais je suis d'accord avec toi que tu peux probablement toujours faire des choses sans argent, mais tu ne deviendras pas Uber si tu es face à eux et que tu n'as pas levé, quoi. C'est quoi ta stratégie pour vaincre contre Uber, Bolt, tous ces gens qui ont des milliards à leur disposition? Ce qu'on a fait, nous, c'est on a toujours essayé d'être différents. Donc au début, parce qu'on avait du particulier. Après, quand on s'est relancé sur du VTC, on était les seuls à proposer des paiements en espèces. Donc ce qui nous permettait quand même d'avoir une partie des passagers qui venaient chez nous parce qu'on était la meilleure option pour eux. Ensuite, quand on a levé beaucoup. Donc c'est en 2019, on lève 35 millions d'euros. Et là, donc, on s'en sert pour aller en Afrique. Donc, ça nous a permis d'aller sur d'autres marchés. Donc, on a cherché à aller sur des marchés où il n'y avait pas de gros concurrents. Donc,
qu'on en a réussi quelques-uns. On est assez gros en Algérie, en Angola, au Mali. On a testé d'autres, mais après on a bifurqué sur un autre modèle, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Donc en fait, on a essayé d'ouvrir des fronts qu'on pouvait gagner, quoi. On peut pas gagner en frontal face à Uber et face à Bolt. Moi, si je fais exactement la même chose qu'eux, je sais que je suis mort. Et d'ailleurs, là, c'est une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est que plus le temps passe et plus finalement, ça devient difficile de répondre à la question quelle est la différence entre Uber et Hitch. Tu vois, avant, c'était très simple, quoi. Uber, c'était des pros, toi, c'était des particuliers. Après, nous, c'était en espèces, on était moins cher. Maintenant, tu as eu des réglementations qui font qu'il y a des prix plus réglementés sur le marché. Donc, on est tous obligés d'avoir un peu les mêmes prix quand même. Donc, tu essaies d'être moins cher, tu prends des commissions plus basses, mais ça devient un peu plus dur. Donc, du coup, là, on a pas mal rebossé dernièrement. On ressort une appli en avril qui va changer un peu la manière dont ça se passe sur l'application pour essayer de recréer plus de différenciation. Parce que là, je pense qu'aujourd'hui, on n'en a pas assez et que si on n'en recrée pas plus, on finira par mourir. Alors, ça prendra du temps parce qu'on a des bonnes parts de marché, parce que ce qu'on fait fonctionne bien, parce qu'il y a des gens qui nous aiment bien. Mais sur du long terme, à un moment, les effets de réseau, ils sont contre toi, c'est difficile. Pour toi, ce serait le diable de vendre à un de tes concurrents mastodontes? Non, pas du tout, non. Vous en avez déjà discuté, forcément. Ouais, bien sûr, bien sûr. On a eu une offre de rachat en 2016, juste avant le procès, qui était une belle offre. Après, on a eu d'autres offres, plutôt de fusion parfois, mais qui n'étaient pas des belles offres. Enfin, je pense, en tout cas, je considère. Mais en 2016, on a eu une belle offre de rachat qu'on a refusée. Parce que pour moi, on n'avait pas vécu l'aventure et on l'a considéré. Enfin, non, on l'a pas tant considéré parce qu'on avait vraiment envie de continuer. Mais donc, c'était l'un de nos concurrents, c'était Uber. Et bon, après, ça fait partie du jeu aussi. Alors, il y avait peut-être un petit côté, ah putain, après qu'on se soit battu contre eux, etc. Mais encore une fois, moi, j'accepte très vite les situations. Donc, si c'est le nouveau truc, on se dit, ok, vas-y, on va faire des trucs avec eux et qu'en fait, quand tu les rencontres, t'es aligné sur la vision et t'as envie de le faire, bon, bah écoute, why not, quoi. Mais bon, on a dit non. J'ai fait un épisode entier, tu vois, avec un entrepreneur qui s'est vu proposer 12 millions d'euros et qui a refusé, tu vois. Et il dit c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise parce qu'il est absolument amoureux de son marché. Ouais. C'est une boîte dans les médias, alors eux aussi pour le coup médias indépendants, pour te dire à quel point c'est concurrentiel aussi. Et lui, il ne boostera pas à 100%. Ouais. Donc c'est pour ça que moi je suis toujours convaincu qu'il y a la possibilité, tu vois, d'arriver à rester le plus indépendant possible. C'est une question de souveraineté à mon avis économique au bout d'un moment pour la France. Mais du coup, tu vois, comment tu te sens toi quand même pour quand tu reçois une offre, j'imagine c'est quand même plusieurs millions. Ouais. Comment tu te sens à ce moment-là? Est-ce que ça se bouscule dans ta tête? Tu envisages le truc? Tu te dis tout de suite non mais c'est sûr que non. Comment ça se passe? Ce qu'on avait fait, c'est on en avait parlé à Oussama à ce moment-là et il nous avait dit on n'avait pas encore l'offre. Il nous avait dit vous savez quoi, vous avez qu'à chacun de votre côté, parce que les trois cofondateurs actifs à ce moment-là, vous écrivez sur un bout de papier votre fuck-up number. À partir de combien vraiment tu te dis tu vends et voilà. Et donc après on a regardé, ils étaient comparables. Donc on s'est dit, si c'est en dessous, non. Si c'est au-dessus, oui. Et puis c'est tout, quoi. Donc on n'a pas réfléchi. Et donc c'était en dessous, on a dit non. Et puis c'est tout, on est passé à autre chose. C'était beaucoup en dessous? C'était beaucoup en dessous. Après, il était très gros, notre fuck-up number. Tu peux le dire ou pas, ton fuck-up number? Ouais, je peux le dire. Après, c'est pas ce que j'aurais gagné. C'était la valeur de la boîte. On avait dit fuck-up number à 200 millions. Ah ouais, ok, vous avez envoyé un truc de malade aussi, les gars. Ok. Ouais, on était en dessous, mais ils nous ont justifié. Oui, mais parce qu'il y avait donc un tiers en cash, 2 tiers en action. Ils avaient dit, ouais, en vrai, avec les 2 tiers en action, le jour où on sera en bourse, t'y seras. Ah bah c'est sûr. Ouais, ils auraient probablement eu raison, mais on a dit non. Enfin, on avait dit non parce c'était pas notre fuck-up. Bon, au moins, là, tu vois, ça crédibilise toute ton histoire d'entrepreneur de gauche qui s'en fout de l'argent. Ouais, parce qu'effectivement, pour le coup, non, j'aurais gagné. Bon, on avait moins de parts, on est plusieurs associés, etc. On avait été dilués déjà. Mais je pense qu'à l'époque, non, là, j'ai gagné moins de 10 millions, mais pas beaucoup moins, je pense, ouais. Donc ça change vraiment ta vie. Et là, peut-être qu'à la fin, j'aurai 0. Ouais. Et je pense que j'aurai pas de regrets si ça arrive. Après, tu sais jamais quand ça arrive, tu vois, mais je pense que j'aurai pas de regrets. C'est une bonne transition pour mes 2 dernières questions. Plus personnelles, enfin si tu veux, hein, ça peut être aussi des regrets professionnels, mais c'est quoi ton plus gros regret? D'un point de vue pro, je pense que le plus gros regret, c'est... j'en ai 2, mais en 2015, on a rencontré donc les autorités à Londres pour lancer... 2015, non, peut-être un peu après. Dans ces eaux-là. Pour lancer Hitch là-bas. Et ils nous ont dit non en particulier, parce que vraiment, ils ne voulaient pas. Clairement, ils nous ont dit, ça, c'est la loi, tu rentres pas dedans et tout ça. Si tu le fais en pro, ok. Et à ce moment-là, on s'est dit, non, on ne veut pas le faire en pro. Parce que sinon, ça va un peu finalement fragiliser notre défense en France. Et nous, on veut montrer que ce qu'on fait est vraiment différent, donc on veut faire que du particulier, etc.
Et on aurait dû y aller parce qu'à ce moment-là, il n'y avait que Uber à Londres. Et je pense que si on était, il n'y avait pas Bolt, il n'y avait personne d'autre, il n'y avait vraiment que Uber. Et je pense que si on arrivait à créer un peu de croissance à Londres, l'histoire aurait pu être différente. Mais on aurait basculé sur du pro beaucoup plus vite. Mais bon, ce qu'il aurait fallu faire, ouais. Donc après, bon, voilà, c'est la vie, mais ouais. Ok, donc c'est ça le plus gros regret. Je pense, ouais, ça aurait été marrant de voir... En fait, le regret, entre guillemets, moi, c'est... si on va un peu plus loin, c'est je peux pas savoir... Tu vois, maintenant, j'ai 40 ans, je pense que peut-être je referai une boîte, mais pas avec... Enfin, quand tu fais des boîtes où tu es peut-être un peu plus âgé, ouais, tu vas peut-être moins retourner la table, tu es peut-être un peu moins pirate, j'en sais rien. À voir, je sais pas. Et la statistique, tu sais, c'est que plus les fondateurs sont âgés, plus les boîtes sont successful, ouais. mais moins elles sont grosses. Ouais, peut-être, ouais. Toutes les gros GAFAM, etc., c'est monté par des mecs qui sont des pirates, quoi, qui ont 25 ans. C'est Exactement. l'image de Zuckerberg ou de Bill Gates, quoi. Voilà. Et donc, du coup, et je pense qu'effectivement, The Family avait quand même raison sur le fait qu'on avait une très bonne équipe. Et au final, on ne peut pas savoir, et on ne saura jamais, et c'est pas vraiment un regret, mais c'est un peu dommage, on ne peut pas savoir ce qu'on aurait pu donner face à un Bolt. Tu vois, Bolt qui est l'autre acteur européen qui, aujourd'hui, ils ont publié, là, je crois, l'an dernier, ils ont fait 14 milliards de GMV. C'est insane. C'est immense. C'est une des plus grosses boîtes européennes. Enfin, ça n'a aucun sens. Les mecs partent d'Estonie et tout ça. Très, très bonne équipe. Je suis pas sûr. Je sais pas si on avait leur niveau, peut-être pas, etc. Mais je pense qu'en termes d'exécution, on était quand même vraiment très bons. Et sauf que nous, en vrai, on nous a quand même pas aidé, quoi. On en a parlé, on nous a pas trop aidé. Alors que eux, après, ils viennent d'Estonie, c'est plus dur aussi. Mais ils avaient d'autres trucs, tu vois. Le fondateur de Bolt, son grand frère, était chez Skype avant, a ramené tous les techs qui avaient de l'expérience. Ils ont beaucoup d'écart, je crois 10 ou 15 ans d'écart, donc il y avait vraiment d'expérience et tout. Donc ils ont été très très bons en plus sur l'exécution tech et très très bons sur l'exécution business. Mais quand je vois par rapport aux autres boîtes françaises, tu vois, il y avait les Le Câble, les chauffeurs privés, etc. On est arrivé après. On est devenu plus gros à la fin. On a été à l'étranger plus vite, etc. Je pense qu'on avait du potentiel pour faire une très belle boîte. Ouais. Et c'est pour ça que... Alors, elle est belle, Hitch, mais... Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'en 2019, on arrive à convaincre des investisseurs de mettre de l'argent. Alors que, tu vois, là, on sait qu'on ne deviendra pas un géant en France, mais parce qu'ils se disent que ces entrepreneurs-là sont vraiment bons. Et du coup, on a quand même un peu loupé le coche. Parce qu'on a eu beaucoup de problèmes, ou alors je me donne des excuses, et peut-être que juste on n'a pas été assez bon, hein, c'est possible aussi, mais c'est dur de le savoir, quoi. Je pense qu'il y en a peu qui ont eu autant de problèmes que toi. Sinon, je fais pas des épisodes sur ce thème avec tous les entrepreneurs. Donc je te rassure, dans mon bench, c'est quand même bien sûr, dans le top 3. Mais quoi. Tu sais jamais où, voilà. Où t'aurais pu aller, je comprends. Tu sais jamais, en même temps, tu sais pas, ça se trouve, t'aurais pas fait beaucoup mieux, hein, tu vois, parce que t'en sais rien, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça, mais bon, écoute. Ok. Je vis avec, ça m'empêche pas de dormir. Et pour terminer, pour qui t'as le plus de gratitude dans ta vie ? Bah, t'as quand même toujours, je pense, tes parents parce que je pense que moi je pense que mes parents se sont quand même un peu sacrifiés quand même pour que tu vois, mon père a beaucoup bossé vraiment quand on était petit, on le voyait pas beaucoup, etc. Parce que on l'a dit tout à l'heure, mais pas le bac, il a quand même voulu avoir un job où on a une vie et une éducation qui est bonne, et du coup je pense qu'il s'est un peu sacrifié quand même pour ses enfants. Ouais, mais j'ai de la gratitude et en même temps, je me dis que c'est pas ce qu'il faut faire aussi, tu vois. Mon père est décédé, donc je peux pas lui en parler aujourd'hui, mais je pense que c'est pas non plus ce qu'il fallait faire, mais par contre, ça, c'est gentil de sa part d'avoir fait ça, mais ça a créé des très très belles choses et peut-être d'autres choses où du coup il était moins là et peut-être eu des choses où c'était différent, mais oui, forcément tes parents, c'est quand même des gens qui, en tout cas moi j'ai eu cette chance là, c'est pas tout le monde n'a pas cette chance là, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous ont aimés, ouais, mes frères et moi, donc c'est gentil. c'est essentiel pour un enfant, ouais, de toute façon. Et exactement. c'est ce qu'on retient. Mais tu sais, c'est une question que je pose à tous mes invités et 90% des gens répondent les parents. Ouais. J'ai failli dire Mathieu, mon associé, parce qu'il m'a supporté pendant 13 ans quand même. T'aurais pu dire moi quand même, Mathieu, voilà, j'aurais pu dire ça aussi, mais là, on m'aurait pas cru. Là. Bon, merci beaucoup Teddy, c'était vraiment un très bon moment, très sincère. Je pense que ça va intriguer plein de gens et ça va aussi peut-être permettre à plein d'entrepreneurs de se sentir moins seuls dans ce qu'ils vivent, tu vois, parce que toutes les galères que tu as traversées, c'est très inspirant, donc bravo et merci pour ce moment, quoi. Bah, merci également, mais d'ailleurs je commence à raconter un peu l'histoire de Hitch sur LinkedIn, donc s'il y en a qui veulent, Teddy Pellerin, et j'ai une petite newsletter où je fais un épisode par jour. Alors on en est à 2014 là, on est au début encore. Ok, trop bien, et bah abonnez-vous alors. C'est gentil. Salut Teddy. Salut.